On est anarcho-capitaliste. Ouais. Et on se rend compte que s'il n'y a pas un mur de contention, l'être humain va rapidement vers le socialisme. L'État, c'est la mafia qui a réussi. Et comme le dit très bien Milei, il préfère une vraie mafia que l'État, parce qu'au moins, la mafia, elle a un code d'honneur. Le virus marxiste, il peut être facilement intégré dans le cerveau de beaucoup de sociétés. T'acceptes en fait de donner un permis de violer ta propriété à des Mongoliens qui comprennent rien à rien et qui ont le même pouvoir de vote que toi. C'est un devoir moral que de payer le moins d'impôts possible, vu ce que fait l'État avec votre fric et vu le principe de l'impôt qui est du vol. Faites tout ce que vous pouvez pour payer le moins d'impôts possible légalement. C'est parti pour un petit podcast avec Guillermo dit Le Guise, qui anime une émission qui s'appelle Les Méchants Capitalistes. Et c'est comme ça que je t'ai découvert, parce que pour ceux qui connaissent la chaîne, je suis très bullish sur l'Argentine. Et tu avais un intervenant il y a à peu près un an, Nico Javier Milei, c'est ça, qui parlait de l'Argentine. Et donc c'était une de mes sources d'informations en plus de Botay de Mara. Et donc c'est un peu comme ça que j'ai découvert ton univers. Et aujourd'hui, c'est un plaisir de t'avoir sur la chaîne. On va parler de ton parcours. Né à Bordeaux et maintenant dans la jungle colombienne. Donc il s'est passé pas mal de choses entre-temps et je pense que ça va intéresser pas mal de monde, et également ton combat sur le libertarianisme. Exactement. Je pense que c'est une petite intro en la matière qui est pas mal. Je te laisse te présenter toi-même. Ouais, dans les montagnes / jungle. Ouais. C'est cool d'être dans les montagnes. Moi, je suis un influenceur, un youtubeur qui prône justement le libertarianisme avant tout. Le libertarianisme, toi tu connais, mais pour ceux qui ne savent pas, c'est la défense de la liberté individuelle, de la propriété privée, et on va pouvoir développer là-dessus par la suite. En plus de ça, moi je suis un gars qui a un parcours plutôt intéressant d'un point de vue voyage dans le monde, atypique. Ça, à chacun de juger parce que c'est de plus en plus commun, je pense. Mais je suis né à Bordeaux, à mes 6 mois, je suis parti en Colombie avec ma famille. Ensuite, à 8 ans, on est revenu en France où j'ai fait toute ma scolarité jusqu'à l'université. Et j'ai décidé de me barrer au Canada pour finir mes études. J'en avais un peu marre de tout le bordel français. Vers quel âge ? Vers 20 ans. Ok. Et ensuite, à quel âge t'es parti en Colombie ? 10 ans après. 10 ans après. J'avais 31 ans. Ouais. Ok. Et là, tu as ? Là, j'ai 32. 32 ans. Et tu es franco-colombien pour que les gens comprennent bien aussi. Exactement. Ouais. Papa français, maman colombienne. Ok. Justement, pour planter un petit peu le décor, est-ce que tu peux nous parler des deux courants dans le libertarianisme, ce que tu défends? Toi, tu es minarchiste, mais il y a également l'anarcho-capitalisme. Est-ce que tu peux juste un petit peu mettre ça en contexte? Comme ça, les gens comprendront mieux de quoi on va parler par la suite. Parfait. Donc, libertarianisme, de manière générale, comme je te le disais, c'est la défense de la propriété privée. La propriété privée, c'est assez large. C'est pas juste ton fric, ta maison, ta voiture, mais c'est aussi ta personne, ta liberté de choix. Et ça se base sur le fait que ce que tu crées de manière honnête, personne n'a à venir te le prendre. Et ce que tu as envie de faire de ta vie, de ton corps, personne n'a à venir t'empêcher de le faire. On va pouvoir y revenir tout à l'heure, mais quand des gens font des choses avec leur corps, payés par l'argent du contribuable, donc avec l'expropriation d'autres personnes, on ne rentre pas du tout dans le libertarianisme, évidemment. Et il y a deux grands courants du libertarianisme. Certains diront que c'est l'extrême droite économique, en fait. C'est ultra libéral d'un point de vue économique, mais comme je te disais, ça ne se résume pas juste à l'économie. Il y a aussi beaucoup de principes sur la liberté de choix, la propriété de son corps, et deux grands courants. Le premier est minarchiste. Le minarchiste, c'est celui qui pense qu'il faut un État, mais minimum, parce que comme tu peux le comprendre, plus tu as de liberté, moins c'est un État qui vient t'imposer, qui vient te réguler, etc. Donc c'est un État minimum qu'on dit régalien. Chez les minarchistes, moi je suis plutôt de ce courant-là. On veut un État qui s'occupe juste de la sécurité, de la protection des frontières et de la justice. Okay. Et il a rien d'autre à foutre dans le reste. Aujourd'hui, ça représente à peine peut-être 10-15% du budget de l'État français, alors qu'en réalité, nous, on voudrait que ça soit 100% du budget de l'État français, ce qui permettrait d'arrêter d'extorquer les Français à la hauteur d'aujourd'hui, et qui permettrait d'arrêter de financer des films à la con, à la Camélia Jordana, à coût de millions d'euros qui font 10 000 entrées en un an. Ce genre de bêtises. Et est-ce qu'il y a des grands noms du minarchisme vivant actuel, là, des gens qui supportent ce courant? Je ne sais pas s'il y en a quelques-uns. Il me semble Charles Gave, possiblement. Charles Gave se dit minarchiste. Okay. Après, tu sais, comme dans toutes les théories économiques, politiques, il y a des détracteurs qui vont dire qu'il n'est pas vraiment minarchiste. Mais en réalité, moi, je pense que Charles Gave l'est, parce que ce qui va différencier un minarchiste de quelqu'un libéral plus classique, plus étatiste, ça va être le fait de ne pas vouloir que la monnaie soit contrôlée par l'État. Et Charles Gave, récemment, s'est positionné sur le fait que la monnaie ne devait absolument pas être contrôlée par l'État. Donc, pour avoir une souveraineté totale, bien sûr. Ouais, c'est ça. Il dit lui-même sur Twitter, dans certaines conversations, moi je suis minarchiste. Okay. Moi je pense qu'il est minarchiste. Après, il y a toujours comment on appelle ça,
Les détracteurs. Les détracteurs, mais aussi c'est les professionnels, enfin les experts en expertise. Exactement. Les experts en expertise, je pense que c'est un bon truc. Exactement. Il y a les mêmes à gauche, il y a les mêmes partout. Ouais. Sinon, Javier Milei. Javier Milei, donc le nouveau président argentin. Exactement. Qui fait un travail phénoménal. Exceptionnel. Ouais. En quelques mois, il a modifié l'Argentine d'un point de vue inflation, coût de la vie. Je crois que la bourse argentine, elle a fait 40% cette année, c'est exceptionnel. Et Javier Milei, c'est un anarcho-capitaliste philosophiquement. Il se présente comme ça. Okay. Moi, je suis anarcho-capitaliste parce que je crois vraiment au principe de non-agression. Cependant, dans les faits, on est dans le réel. Et puis il fait comme ça, il tape. On est dans le réel. Et donc c'est pour ça que je pense que dans le réel, il faut une minarchie. Okay. Voilà comment il se présente. Donc minarchiste dans les faits et anarcho-capitaliste en théorie, ce qui est intéressant. Et ok. Autant les anarcho-capitalistes que les minarchistes pensent que l'État c'est de la merde, mais les minarchistes pensent que c'est un mal nécessaire. Justement, c'était la question qui suivait. C'est est-ce que tu peux nous parler un peu de la distinction comment se différencient justement les anarcho-capitalistes puisque bon, ils sont dans la même mouvance, dans le libertarianisme, mais il y a des différences. Quelles sont les différences avec les minarchistes? Exactement, parce que j'ai abordé que les minarchistes, c'est vrai. Ouais. Donc les anarcho-capitalistes, ça va être ceux qui pensent qu'il ne faut pas d'État du tout. Comme je vous disais juste avant, minarchiste, État minimum mal nécessaire qui s'occupe du principal. Sécurité, frontières, justice, rien d'autre. Anarcho-capitaliste, pas d'État du tout. Et toutes ces questions-là sont gérées par le privé. Par le privé. Donc par exemple, tu as une sécurité privée. Tu payes pour avoir accès à une sécurité privée. Dépendamment du contexte dans lequel tu évolues. Tu peux vivre dans une résidence qui t'offre un service de sécurité privée. Tu peux vivre tout seul au milieu de la montagne et contracter un service de sécurité privée avec une entreprise. En fait, eux, Non, juste, j'étais en train de penser, je pense que c'est plus facile de scaler le minarchisme que l'anarcho-capitalisme. En fait, l'anarcho-capitalisme, il va être plus facile à exécuter sur des petites villes, en gros des micro-cités. Je pense qu'à grande échelle, c'est plus facile de mettre en place du minarchisme, non? Oui, je suis d'accord avec toi. Pour moi, et je suis désolé pour les anarcho-capitalistes qui vont nous écouter, j'ai beaucoup de respect pour vous parce que j'adore vos principes, mais dans le réel, je pense que l'anarcho-capitalisme, c'est quelque chose qui se rapproche d'une utopie. Je sais que c'est un mot qui ne fait pas plaisir à entendre, mais je pense que c'est la manière la plus claire de dire ça. Pour moi, une société anarcho-capitaliste sans aucun État minimum qui vient s'assurer de protéger vos libertés avec une constitution qui s'assure qu'on ne va pas retourner vers du putain de socialisme de merde, c'est vraiment important parce qu'à la base, on est anarcho-capitaliste. L'être humain, quand il arrive sur Terre, il est anarcho-capitaliste. Il n'y a pas d'État, il n'y a pas quoi que ce soit. Pourtant, toutes les putains de sociétés sont ultra-socialistes de plus en plus. Ouais. C'est vraiment rare, les pays libéraux. Il n'y en a aucun qui est réellement minarchiste. C'était une des questions que je voulais te poser. Est-ce qu'il y a des exemples concrets de pays anarcho-capitalistes ou minarchistes actuels ou dans le passé, si tu as des exemples que tu pourrais donner? Yes, oui, je vais te dire ça tout de suite. Je veux juste préciser un petit point important. Vas-y, je te laisse. Très rapidement, c'est pour moi en fait, à la base, on est anarcho-capitaliste. Ouais. Et on se rend compte que s'il n'y a pas un mur de contention, l'être humain va rapidement vers le socialisme. Le virus marxiste, il peut être facilement intégré dans le cerveau de beaucoup de sociétés. Il se propage bien. Donc le minarchisme se positionne avec une constitution forte qui empêche le socialisme de revenir. On pourra reparler de la démocratie si tu veux par la suite. Mais pour donner des exemples, l'Argentine en fait. L'Argentine, c'est pas une minarchie, mais c'est l'objectif de Milei. Il a pris un putain de pays socialiste qui était le pays le plus riche du monde il y a un siècle environ. Ouais, il y a un siècle, c'était une des plus grandes puissances de ce monde. Ouais. Ouais, ils avaient tout pour être heureux. Ils sont retrouvés par terre. Le génie européen, les ressources naturelles, l'esprit entrepreneur, aventurier, etc. Et le virus marxiste a été intégré dans le cerveau des Argentins. Et décennie après décennie, toujours plus de taxes. Toujours plus de régulation, etc. Et ça a défoncé le pays. Il n'y a pas d'autre explication, sincèrement. Quand tu régules, on vous apprend rien, les gars, si vous êtes sur OSE TV. Quand tu régules et que tu taxes, tu fais fuir les riches, tu fais fuir les créateurs. Et tu aussi enlèves l'envie à ceux qui restent dans le pays de créer, de produire, parce qu'au final, ils ne retirent pas les bénéfices de leurs efforts, de leurs risques, etc. Donc, Milei, son objectif, c'est, après avoir récupéré ce pays défoncé par le socialisme, en 40 ans, en faire une minarchie. Il a un plan sur 40 ans. Et il le dit avant son élection. Il a toujours été très transparent avec ça. Bon, il a ses défauts, mais il ne fait pas tout parfaitement. On n'est pas des dieux. Et puis, il faut aussi de la politique. Et la politique, c'est pourri. Et parfois, il faut faire des coups particuliers. Mais dans les faits, il est très honnête. Ça va être compliqué. On va faire les choses nécessaires pour aller de l'avant avec l'Argentine. Cependant, ça va prendre du temps. Et les gens ont cru en son projet parce que c'est le président argentin qui a été élu avec le plus de voix de toute l'histoire de l'Argentine. C'est pas un mec qui s'est retrouvé là par hasard. Il a vraiment fait une pédagogie qui, je pense, est nécessaire dans beaucoup de nos pays occidentaux maintenant pour que les gens comprennent que le socialisme,
que le marxisme, ça se base sur le vol, sur la coercition, que plus il y a de socialisme, plus l'État est totalitaire forcément, parce que si tu payes pas tes impôts, on te met un gun sur la tête. Si tu respectes pas les normes sur ton cabanon ou sur ta piscine, on te fout des amendes. Si on se base vraiment sur les principes humains qui peuvent être universels, moi je pense que ça vient du catholicisme, des 10 commandements, etc. Mais après, c'est très personnel parce que dans le monde entier, voler, c'est mal. Tuer, c'est mal. Être envieux, je sais pas, je connais pas toutes les cultures, mais c'est quelque chose qui est quand même un péché depuis très longtemps, en Occident en tout cas. Et tout ça, c'est le putain de socialisme. Donc en plus de se baser sur des principes de merde, sur le mal, c'est absolument pas efficace d'un point de vue utilitariste parce que ça détruit des sociétés. On le voit en France, hein, année après année, décennie après décennie, c'est de la merde. Et il y a plusieurs trucs sur lesquels je voulais rebondir. Tout à l'heure, tu disais le pédagogisme qu'il avait eu, Milei, sur sa population. Là, l'exemple le plus marquant, c'est qu'il dit qu'il va enlever des aides. Et donc, les classes qui sont les plus concernées, qui d'habitude veulent s'accrocher absolument à leurs aides, ont voté en faveur parce qu'ils ont compris que c'était pourri. En fait, toutes ces aides les emmenaient que dans une spirale infernale. Et donc, il a été bon dans le fait d'éduquer son peuple. Et il faut des gens comme lui, des gens comme toi qui éduquent à travers les vidéos. C'est pour ça que tu es ici aujourd'hui. Et donc, ça, c'est intéressant. Et on n'a pas terminé le point. Est-ce qu'il y a eu des exemples vraiment fonctionnels de minarchie ou de société anarcho-capitaliste parce que là, c'est un plan sur 40 ans pour l'Argentine qu'on souhaite qui se concrétise, mais pour l'instant, rien n'est fait, même si c'est en bonne route. Est-ce qu'il y a eu des choses qui se sont faites dans le passé où ça a été fonctionnel ? Ouais, donc des sociétés anarcho-capitalistes à proprement dit, avec un État inexistant. Certains anarcho-capitalistes vont vous sortir des exemples en Asie ou en Italie dans des siècles derniers, mais ça a disparu tout ça malheureusement. Ouais. Et je ne suis pas un expert de la question. Pour le minarchisme, par contre, tu prends Singapour au siècle dernier, tu prends les États-Unis au moment de leur création, État minimum qui s'occupait du régalien et qui laissait les gens vivre et échanger entre eux. Exactement. La première taxe a été une taxe sur le thé. Et je ne sais plus c'était combien de pourcents. Mais en fait, la taxe existait déjà, mais elle était minime. Et là, ils ont voulu l'augmenter de 2 ou 3%. Et là, c'est parti en putain de révolution aux États-Unis. Alors qu'aujourd'hui, c'est con, ils se font taxer à 35% et puis ils sont contents. Ouais, ils se branlent sur Pornhub et puis ils vont bouffer avec leur femme le soir, ils se couchent et puis ils repartent travailler pour aller faire les courses le week-end et avoir un petit jour de repos pendant lequel ils vont mater un match de foot. Et ça recommence. Ouais. Mais c'est hallucinant, en fait, la population mondiale de tous ces pays, en fait, elle s'est fait endormir comme une grenouille qui se fait cuire dans une, tu sais, avec l'eau, la température qui monte tout doucement et elle peut plus s'enfuir, en fait, la grenouille. Et donc, ils sont dans leur spirale. Ça, et c'est pour ça qu'il faut partager ce qu'on est en train de partager aujourd'hui. C'est Jordan Peterson qui dit ça, mec. Le gouvernement, comment il fonctionne, les États, comment ils fonctionnent, ils vont avancer de 5 km. Les gens vont pas être contents, donc ils vont reculer de 2,5 km. Jusqu'à ce que les gens arrêtent de manifester, de casser les couilles. Le mois d'après, l'année d'après, ils vont re-avancer de 5 km. Les gens vont manifester un peu, vont montrer leur mécontentement, ils vont reculer de 2,5 km. Lorsque tu acceptes la démocratie, tu acceptes qu'un gauchiste vienne te proposer 20% de taxes supplémentaires sur je ne sais quoi, et au final, c'est un compromis qui va être fait dans la plupart des systèmes démocratiques. Donc on va aller à 5% au final. Ouais. Et année après année, ils vont venir proposer des nouvelles règles, des nouvelles taxes, et au final, tout ne va pas être accepté, mais sur le moyen long terme, on va toujours avoir plus de socialisme. Et malheureusement, c'est de la grosse merde. Pour venir sur la démocratie, je ne sais pas si vous en parler plus après, mais pour que les gens aient une idée complète. Ouais. C'est une dictature d'une majorité de votants. Tu as 60 millions de personnes dans un pays, admettons que tu en aies 30 millions qui votent, il suffit qu'il y ait 15,1 millions de personnes qui votent pour que tu sois obligé de te tatouer un drapeau LGBT sur le front et filer 99% de ton fric à l'État, et c'est ça qui passe. C'est ça qui passe, et pourtant c'est qu'un quart du peuple finalement. Exactement. Alors que le libertarianisme, c'est l'individu. Chacun fait ce qu'il veut tant qu'il ne fait de mal à personne, tant qu'il ne porte pas atteinte à la propriété privée d'autrui. Pour faire simple, je sais que ça fait un peu cucu cette phrase, mais c'est une bonne façon de résumer la chose. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc t'as dit Singapour, les États-Unis, il y avait d'autres exemples ou pas que tu voulais ajouter, et sinon on peut passer au point suivant. D'autres exemples marquants qui me viennent en tête. Pas tout de suite. Il y a eu une période, le Chili de Pinochet, oui, c'était très très libéral. Et Pinochet, c'était on balance les communistes par-dessus bord des hélicoptères. Okay. Et moi, je suis plutôt d'accord avec cette façon de voir le monde parce que pour moi, on négocie pas avec quelqu'un qui veut te prendre ta propriété privée. Okay. Si quelqu'un rentre chez toi pour te prendre ton micro, si quelqu'un rentre chez toi pour servir dans ton portefeuille, tu réagis. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on accepte que l'État rentre chez toi et se serve. Et en plus, c'est des enculés de socialistes qui passent à travers l'État pour utiliser la force de l'État, parce qu'à la base c'est des merdes, et ils utilisent cette force de l'État pour venir
se servir dans ta propriété privée. Et un mec véreux qui crée de la richesse en faisant de la merde, tu vois, en mentant, en arnaquant, etc. Il y a une justice pour ça en minarchie. Tu vas porter plainte et on résout le problème. La réalité, c'est qu'il y a aussi énormément de gens qui gagnent de l'argent de manière très honnête, sans mentir, en respectant leurs principes, etc. Donc pourquoi ces gens-là devraient se voir faire voler 50% de ce qu'ils ont créé? Plus, Sans oublier que souvent c'est des gens qui créent de l'emploi, c'est des gens qui dynamisent l'économie, etc. Est-ce que vous voulez faire fuir ces gens-là ou est-ce que vous voulez vivre avec ces gens-là? Moi personnellement, je préfère vivre avec des gens plus riches que moi autour de moi plutôt que de vivre qu'avec des pauvres, parce que tous les riches soit se sont fait niquer par l'État, soit se sont barrés. Et je dis ça parce que je viens d'une famille très modeste, un père ouvrier, mère immigrée colombienne, prof d'espagnol à mi-temps. Moi je suis pas attiré par la liberté, par intérêt personnel en fait, mais c'est vraiment par principe. Et d'ailleurs, ce combat, tu l'as depuis combien de temps de vouloir justement être dans ce courant libertarianisme, et pourquoi c'est un besoin au fond de toi de le partager comme ça Je pense que c'est ma mission sur Terre. Ouais. Je pense que c'est pour ça que je suis fait, mec. Ok. Et si je peux faire ça tout en prenant soin de ma famille, tout en pouvant fournir à ma famille ce dont elle a besoin pour vivre correctement, je vais le faire. Okay. Je pourrais gagner plus en faisant d'autres choses. Ouais. Je pourrais peut-être gagner plus en faisant ce que je fais aussi. Enfin, ça, on en a parlé. Mais la chose, c'est que moi, par exemple, je gagnais 2-3 fois plus d'argent avant de commencer à être créateur de contenu. Mais je préfère avoir moins de dépenses, vivre dans un pays moins cher, proche d'une grande partie de ma famille et de cette façon... et te battre pour tes idées. Me battre pour mes idées, ouais. Et c'est venu à quel âge à peu près Oui, excuse-moi, je n'ai même pas répondu. En fait, depuis tout petit mec, famille très très catholique colombienne, les 10 commandements, ma reine... ma tante, ma marraine, la sœur de ma mère me disait tout le temps si tout le monde respectait les 10 commandements, le monde serait en paix. Je trouve ça très beau. Et c'est ça en fait. La religion, au-delà d'être une foi, c'est aussi une façon d'éduquer les gens, c'est aussi une façon de transmettre des valeurs. Et je pense que la grande majorité des Occidentaux, ils ont des valeurs chrétiennes en eux, même s'ils ne croient pas en Dieu, à proprement dit. Parce que c'est forcément, la Bible, c'est un des textes qui a propagé le plus de valeurs en Occident. Moi, j'ai la foi et je pense que le fait de ne pas voler, de ne pas tuer, de ne pas être envieux, c'est inscrit dans notre cœur par Dieu. Mais peu importe que ce soit la foi ou que ce soit simplement des principes qu'on t'a inculqués, pour moi, ça a toujours été important de respecter la propriété privée d'autrui. Très bien. Je pense qu'on a bien planté le décor sur le libertarianisme, sur quitter, qu'est-ce que tu défends. Maintenant, ce que j'aimerais bien qu'on fasse, c'est parler un petit peu de ton parcours, de tes expatriations, parce que c'est aussi une des grandes thématiques de la chaîne. Donc, de voir comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui, donc, du coup, déjà, tu as une vie un peu découpée entre la Colombie et la France pour ta jeunesse, c'est ça, pour ton enfance? Oui. Et puis, au moment de tes grandes études, tu as décidé de partir au Canada. Quel a été le point de départ, la raison? Pourquoi d'un coup tu te dis faut que j'aille à l'autre bout du monde? Le putain de socialisme en France, mec. Ouais, ça te bouillonnait déjà de l'intérieur. J'en avais marre de croiser des gens qui vivent sur mon fric. Même pas sur mon fric, mais qui vivent sur le fric des autres et qui empêchent le pays d'aller de l'avant. Okay. Donc moi, comme je te disais, famille très modeste, j'ai eu l'opportunité de faire un échange dans une université au Canada, pays très libéral relativement, hein, parce que la réalité c'est que la majorité des pays sont assez étatistes, assez socialistes, mais tu as quand même des pays qui sont beaucoup moins que d'autres. Et donc j'ai eu cette opportunité de me barrer parce que moi, pour donner un exemple très concret, quand j'allais faire un prêt avec mon père, il me refusait le prêt pour faire une école de commerce en France, tu vois. Quand j'avais aucun réseau. Mon père ouvrier, ma mère immigrée colombienne, zéro réseau. Donc, et c'est ça qui est dommage dans les pays socialistes. C'est la France, par exemple, c'est le pays de l'OCDE avec l'ascenseur social qui fonctionne le moins bien. Alors c'est très beau le socialisme, c'est très beau le partage, c'est très beau ci et ça. Ça l'est pas, mais pour me mettre à leur place. Le partage c'est beau, hein, mais le partage, la solidarité, c'est quand c'est volontaire. Quand on te met un gun sur la tête pour reprendre ton argent et le filer à quelqu'un d'autre, c'est pas de la solidarité par définition. Dans un monde sain, il y a des associations, des organisations et tu donnes à qui tu as envie de donner. Toi, Julien, tu gagnes ton oseille. Tu n'as pas envie que ton fric parte dans des films de merde de Camélia Jordana. Je sais pas ce que j'ai avec elle aujourd'hui. Mais tu veux que ça parte, par exemple, pour aider les enfants orphelins au lieu d'aller financer tout un tas de merde. Parce que regardez les dépenses de l'État quand c'est de la culture, quand c'est... De toute façon, c'est moins bien utilisé. C'est-à-dire que si ça avait été fait par le privé, la même chose, ça aurait coûté, je sais pas, de moyenne au moins 3, 4, 5 fois moins cher. Parce qu'en fait, c'est pas leur fric, donc ils dépensent n'importe comment. Exactement, mec. C'est ça le pire, c'est que c'est pas efficient. C'est de l'argent magique. C'est que si c'était fonctionnel, si vraiment tout était sur blockchain, ultra traçable et qu'on prenait à chaque fois les meilleurs exécutants, payer un peu d'impôts, pas au niveau auquel on est en Occident, ça pourrait faire sens, tu vois. Ça pourrait être bien. Mais payer 5% d'impôts, quoi, tu vois. 5-10% et que ça soit utilisé de façon efficiente par des gens efficients. Et ça, c'est le mal nécessaire duquel on parlait tout à l'heure.
Mais le problème, c'est que c'est pas le cas. Ah bah non, pas du tout. Mais la réalité, mec, c'est qu'en plus, ça fonctionne pas du tout. La France, c'est un des pays du monde avec le plus des pays occidentaux avec le plus de SDF. Ouais. C'est le pays de l'OCDE avec l'ascenseur social qui fonctionne le moins bien possible. Ouais. Donc en fait, et c'est l'un des pays les plus taxés du monde. Bah oui. Donc il y a un souci quelque part. Ah non, ça marche pas. Après, comment ça se fait que les Restos du Cœur aient besoin de récupérer des dons tous les ans à coût de millions d'euros alors que c'est le pays le plus taxé du monde? Genre, je veux dire, si l'État fait vraiment son rôle, même dans son délire marxiste, d'aider les gens, il les aide pas en réalité. Et est-ce que moi je suis le genre de mec qui préfère vivre dans un pays libre, partir du bas et me construire et avoir des opportunités plutôt que d'être dans un putain de pays socialiste où je vais passer toute ma vie à recevoir des subventions, des aides de l'État et vivre comme un putain de robot au final. Parce que la réalité, mec, c'est que quand t'as un pays libre, tu dois apprendre à pêcher. Quand tu es dans un pays socialiste, on t'apprend pas à pêcher, on te donne un poisson chaque jour. Tu préfères être responsable de toi-même, tu préfères faire tes propres choix. Le poisson, il baisse en qualité au fur et à mesure. C'est ça le problème. Ouais, c'est très bien dit ça. Ouais. Et c'est ça, c'est dommage parce que ça nique des vies. Et t'as des mecs avec plein de potentiel qui au final se retrouvent enfermés dans ce carcan socialiste où il n'y a aucune opportunité, où ils sont condamnés à vivre comme des robots. Et c'est un enfer. Et les 5-10% d'impôts, je tiens à le préciser parce que c'est important d'un point de vue principe, ça va contre les principes libertariens à la base. Mais en tant que minarchiste, t'acceptes ce mal nécessaire parce que tu penses que c'est la seule façon de protéger la liberté à long terme. Et du coup, le Canada t'a fait de l'œil, t'avais cette vision un peu comme le rêve américain, mais au Canada, c'est vrai qu'on entend souvent qu'il y a quand même un ascenseur social qui fonctionne bien au Canada. De ce que j'ai pu entendre, il y a beaucoup de gens qui rentrent dans des entreprises vraiment au bas de l'échelle et qui peuvent monter. Ça fonctionne vraiment assez bien. C'est magnifique. En fait, peu importe la famille de laquelle tu viens, peu importe l'université que tu as faite, tu rentres en bas de l'échelle. Et ensuite, tu fais tes preuves. Il y a vraiment cette culture. Et ça, c'est exceptionnel, mec. En France, tu as fait une bonne école de commerce, ton père, il est copain avec les PDG des boîtes du CAC 40, direct, tu as un super poste. Au Canada, ça marche pas comme ça. Tout le monde fait ses preuves et le meilleur monte. Et j'ai réussi à faire très facilement, très rapidement des salaires à plus de $100 000, quoi. Alors que je viens d'une famille assez pauvre. Pour moi, ça aurait été inimaginable en France ou très compliqué, je pense. Ok. Tu peux nous parler rapidement de dans quel coin tu étais, qu'est-ce que tu as fait là-bas? Donc, tu as fait tes études. Voilà, si tu peux nous dire un petit peu d'infos sur ton passage au Canada. Enfin, un bon passage, c'est quasiment un tiers de ta vie, quoi. Yes. Donc, une année d'études là-bas, la dernière année de la licence. Là-bas, ils appellent ça un bachelor. C'est l'équivalent d'un bac plus 4 plutôt qu'une licence. Et dans le nord du Canada, une petite ville qui s'appelle Chicoutimi, Université du Québec à Chicoutimi. Mais je suis allé là-bas parce que c'est là-bas où il y avait l'échange. Et moi, je m'en battais un peu les couilles et je savais comment fonctionnait le Canada. Et je savais qu'il y a beaucoup d'opportunités, donc peu importe de faire une petite école, je savais que j'allais mieux vivre là-bas qu'en France. En tout cas, c'était mon impression et je pense qu'elle est réelle. Et c'est quoi comme ville? C'est un petit patelin? C'est quoi? Ou quand même, c'est... On va dire que c'est jamais entendu parler. En fait, c'est pas un petit patelin, c'est quand même 250 000 habitants à vérifier, mais c'est très très étalé. Tu vois, c'est vraiment pas dans le nord du Québec, parce que c'est dans le nord du Québec, tu peux pas habiter, mais ça fait partie des villes les plus au nord du Québec, et c'est très 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 étalé, donc en fait, on a l'impression que c'est une énorme banlieue résidentielle. Et donc à vérifier le chiffre de 200 000 habitants, les gars, mais c'est dans ces eaux-là. Et là-bas, Université du Québec. Excuse-moi, t'allais me poser quoi comme question? Non, du coup, tu termines tes études. Donc, t'as fait des études en commerce? Ouais, c'est ça. Études de business, très basique. Après, opportunité de travail à Montréal. Je bossais à Montréal. Ça a commencé à me casser un peu les couilles de la ville. Dans quel secteur? Informatique, IT. J'ai commencé en tant que... en bas de l'échelle, je faisais des appels pour aller chercher des prospects, pour aller chercher des clients. Je les closais même pas, je faisais même pas des présentations. J'allais juste les qualifier et puis je les passais à un autre gars. Très rapidement dans la boîte, je suis devenu... C'est ce qu'on appelle un setter, c'est ça? C'est la personne qui chauffe le lead, c'est ça un peu, sales development. Comment on appelle ça? En France, je pense qu'ils utilisent ça aussi. Développement d'affaires, mais en fait, c'est vraiment juste le mec qui va chercher les leads. Il va chercher les opportunités. Et une fois qu'il sait... qu'est-ce que recherche le mec? Est-ce qu'il a un budget? Est-ce qu'il a une date? Est-ce que tu balances à un mec qui va lui faire une présentation? Ça roule. Et donc dans cette entreprise, ça représente très très bien ce que je disais, je suis devenu ingénieur commercial en moins d'un an. Et je suis le mec qui est devenu l'ingénieur commercial le plus rapidement de l'histoire de l'entreprise. Donc ça, c'est cool. Mais c'est le genre de choses qui se passe au Canada, tu vois. Quoi. Et à partir Parce que t'avais faim, ils l'ont senti. Et puis t'étais bon. Et puis je parle français, anglais, espagnol. Et puis ils étaient sur un marché international, donc ça aussi joué. Mais oui, voilà. Il y avait un peu de tout, quoi. Et je le méritais, je pense. Et de toute façon, au Canada, tu mérites tes trucs, parce que j'avais aucun contact ni rien. Et à partir de là, donc, je suis passé de l'autre côté, c'est-à-dire que je faisais les présentations, j'analysais des projets à plusieurs dizaines de milliers, centaines de milliers, je les closais, etc. Et ensuite, j'ai continué dans le logiciel informatique pour d'autres entreprises, pour ensuite aller plutôt dans le consulting, dans le sens où on plaçait des ressources informatiques, des développeurs, des chefs de projet, etc., dans des grandes banques. Mon client, c'était la plus grande banque du Canada. C'était des dizaines et des dizaines de millions de chiffres d'affaires, ne serait-ce qu'avec ce client chaque année. Donc, j'ai énormément appris. Et je remercie le Canada pour ça, parce que
Je pense qu'en France, je suis en train de vendre des assurances. Ouais, non, mais c'est sûr que même moi, je me dis, si j'étais resté en France, on aurait eu des trajectoires de vie totalement différentes, clairement. Le fait d'être parti, ça nous a donné quelque chose d'incroyable. Ah oui. Qu'est-ce que je voulais te demander? Donc, ce que ça t'a apporté, c'est cette expérience-là, d'avoir gravi les échelons. Tu as dû apprendre beaucoup en faisant ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses que cette expérience au Canada t'a apporté? Est-ce que ça a changé ta vision de voir les choses sur certains points? Ouais, il y a un truc très intéressant au Canada, c'est que les gens sont souriants, sont sympathiques, ils sont pas stressés. En France, c'est quand même une ambiance assez lourde. Je pense que tout le monde le voit. Les gens qui voyagent, quand ils rentrent en France, ils se rendent compte que c'est lourd, quoi. Ça tire la gueule à l'aéroport, ça tire la gueule dans le taxi, ça tire la gueule dans les commerces, etc. Il y a un point important que je voulais te dire, c'est je me suis barré aussi François Hollande. Déjà, pourquoi tu es parti de gros France? Pays socialiste. François Hollande débarque. Flamby qui arrive. Espèce de groupe gros, on va taxer les entreprises à, je sais pas quoi, les grandes fortunes à 75% sur la marge la plus haute. Enfin, il balançait plein de trucs complètement bolcheviques comme ça. Je me suis dit, c'est pas possible, qu'est-ce que je vais foutre dans ce pays? Parce que... Et précision, hein. J'adore la France. Mon père est français, je suis français, je suis avant tout de culture française. Ça s'entend dans mon accent, dans ma façon d'être, etc. Même si j'ai de la famille colombienne. Donc je suis très fier aussi, c'est un très beau pays. Mais je suis avant tout français. L'histoire de France, c'est la plus belle histoire de n'importe quel pays du monde. Les Français ont fait des choses incroyables. Mais malheureusement, l'histoire récente française, c'est de la merde. On arrête l'interview là-dessus. Ok. Ouais, je voulais juste rebondir sur un truc quand tu disais bolchevique. Et ça m'a fait penser au fait que au taux actuel de taxation, on est plus haut que les pires États communistes du passé, en fait. C'est plus haut que l'URSS, mec. Ouais. Je pense même qu'il y a peut-être la Corée du Nord qui fait plus d'expropriation que la France, je sais pas. Ouais, mais on est à des niveaux complètement... Oui. Je comprends même pas que ça soit possible. C'est des dictatures molles. Ouais. Un peu par le mécanisme que je t'expliquais tout à l'heure, que tu connais très bien, que tu as mentionné avant moi, on y va doucement. Ouais. À l'époque, l'impôt sur le revenu, c'était pour l'effort de guerre, au début du siècle dernier. Ouais. Effort de guerre, 5% d'impôt, 5%. Un truc comme ça. Année après année, 15, 20, 30, 50, on arrive à 45% de prélèvements obligatoires par rapport au PIB et plus de 60% de dépenses par rapport au PIB. Et ce qui est important, c'est pas les impôts. Hein. C'est important, c'est de la merde, hein, mais c'est les dépenses. Parce que les dépenses, ça prend en compte la création monétaire. Donc quand ils vont imprimer des putains de billets pour dévaloriser votre monnaie, pour pouvoir dépenser, et la dette. Il n'y a rien de pire que la dette d'un point de vue moral. C'est ton gamin qui va naître en France, qui va devoir payer une dette parce que tu n'as pas été responsable et tu n'as pas été fichu de vivre comme, je ne vais pas dire comme un homme parce que ça inclut aussi les femmes, mais tu n'as pas été fichu d'être responsable de toi-même. Il faut vraiment être une merde quand même pour pas pouvoir ne serait-ce que s'alimenter, boire en tant qu'homme qui grandit dans un pays quand même qui par chance a été assez développé. Du coup on est sur les restes, tu vois. Ça arrive souvent ça dans les pays très développés. Par exemple tu fous du socialisme dans un pays non développé, ça se casse la gueule en 2-3 ans. Tu fous du socialisme dans un pays développé, il y a quand même une marge de manœuvre plus grande pour le pays, un peu comme ce qui s'est passé en Argentine. Tu vois, c'était très développé et petit à petit ça tombe vers le socialisme. Aujourd'hui en fait, on ne se rend pas compte, mais on se fait exproprier. Et on parle pas juste des grosses fortunes. Hein. Quand tu regardes des mecs qui gagnent 2-3 000 euros, entre les charges patronales et les charges salariales, 50% de la totalité va à l'État. Ouais. Quand tu te fais taxer plus de 50% de ta création de richesse, c'est de l'esclavalisme, mec. J'ai entendu ça sur ta chaîne avec ton ami Charles. Comment on appelle ça à un moment? Enfin, il y a plus de nom à part du vol, quoi. Pur et dur. Oui, extorsion. Mais tu bosses et on te prend plus de 50% de ce que tu fais. Et encore une fois, on parle pas juste des mecs qui ont plein de fric. Hein. On parle même de l'ouvrier qualifié, de l'ingénieur commercial. Il se fait complètement exproprier pour des services de merde, pas de sécurité. Pour des services qui vont dans le mauvais sens. Sa gamine qui se fait toucher dans le métro. C'est ça. Tu vas à l'hôpital, t'attends 3 heures alors que t'as les couilles en sang. Putain, je sais pas pourquoi je parle d'un truc vulgaire, mais tu vois ce que je veux dire. Genre, c'est n'importe quoi. Comment tu peux accepter ça? Apparemment, il y a beaucoup de gens qui acceptent ça. Un autre point sur lequel je voudrais revenir, sur le Canada, justement, sur les 10 ans que tu as passé là-bas. On en a dépeint quand même un côté très positif avec cet ascenseur social qui fonctionne bien, c'est plus pro-business, etc. Mais bon, faut pas oublier qu'il y a quand même Trudeau au pouvoir, que c'est quand même bien poussé niveau wokisme dernièrement. Est-ce que tu as vu une évolution? Est-ce que... en étant là-bas, tu as vu des choses finalement où tu t'es dit tu retrouves un peu de la France là-dedans quand même T'as entendu cette rumeur, on va pas. C'est juste une rumeur, les gars, on n'en sait rien, c'est pas vérifié, mais il y a beaucoup de monde qui dit que 9 mois avant qu'il naisse, les parents de Trudeau étaient à Cuba visitant Castro. Il y a des photos de Castro et de la maman très très proches. Ils se ressemblent beaucoup, c'est bizarre. C'est très bizarre. On n'avance rien, sincèrement, mais c'est une option. Je voulais en fait rebondir là-dessus pour dire que c'est un marxiste, ce mec. Il a augmenté de 40% le nombre de fonctionnaires au Canada, mec. Okay. Il a augmenté les impôts pour tout le monde. Aujourd'hui, les Canadiens payent plus d'argent en impôts qu'en dépenses mensuelles basiques, quand tu prends l'essence, le marché, etc. En fait, c'est ça le problème, c'est que tu as un beau pays libéral
qui reste dans les 10-15 pays les plus libéraux du monde. Et encore une fois, tout est relatif parce que tous les États imposent, etc. Mais tu as un pays qui marchait très bien, qui attirait les gens brillants du monde entier, avec des loyers bas, avec peu de taxes, etc. Et au final, tu as un putain de marxiste qui débarque et puis il défonce tout. Et c'est un gros problème avec la démocratie. T'acceptes en fait de donner un permis de violer ta propriété à des Mongoliens qui comprennent rien à rien et qui ont le même pouvoir de vote que toi. Tu prends n'importe quel mec de n'importe quelle origine qui branle rien de sa vie, qui passe sa journée à fumer de la weed sur son canapé pendant que sa femme, la grosse, elle s'enfile des Kinder Bueno et qui a jamais aucune discussion avec sa famille. Ce mec, son vote, il a la même valeur que le tien, mec. Ouais. C'est ça la putain de démocratie. Et donc, à chaque fois, tu donnes un permis de violer ta propriété à ces gens-là. Parce que ces gens-là, tu leur dis les riches, c'est mal, tous vos problèmes, c'est à cause des riches, on va leur prendre leur fric pour vous le donner. Le mec, il est sur son canapé en train de fumer son joint, il dit ouais, c'est une bonne idée. Leur vie, en fait, on va te donner des aides en plus et il va dire oui. Ouais. C'est super simple à vendre le marxisme. C'est de la merde, le socialisme, c'est de la merde, mais c'est super simple à vendre. Ouais. Les problèmes ne sont pas à cause de toi, c'est pas parce que tu passes ta journée à fumer de la weed sur ton canapé que t'es mal. Non, c'est parce qu'il y a Bernard Arnault qui a une des plus grosses fortunes du monde. Tu vois, c'est ça le marxisme, c'est n'importe quoi. Et les gens, les gars, mais c'est confortable. Hein. Je vais pour finir sur la démocratie, tu me dis si j'ai trop sur la démocratie, mais sur la démocratie, c'est un sujet tabou en vrai. Hein. Quand tu dis que t'es pas démocrate, c'est extrêmement tabou, surtout en France. Mais la démocratie, c'est je vais prendre 400 € à une personne, pour faire simple, et je vais donner 100 € à 4 personnes. J'ai perdu un vote, mais j'en ai gagné 4. C'est aussi simple que ça, mec. Ça fonctionne et c'est pour ça que ça se propage aussi. Attends, pour revenir sur Canada et Trudeau. Oui, mais c'était ça. Oui. Donc Trudeau, pays libéral. L'évolution que tu as vue dans les 10 ans, parce que tu as connu le Canada avant Trudeau, il me semble, non? Oui, exactement. Je suis arrivé pile au moment où il prenait le pouvoir. Ah merde. Mais tu sais, quand il prend le pouvoir, c'est quand même le Canada avant Trudeau, quoi. Il n'a pas encore défoncé le pays. Ouais. Donc, est-ce que tu as vu une transition? Est-ce que tu as vu quelque chose? Tu as beaucoup plus de cheveux bleus dans les grandes villes. Ça pousse de cette couleur-là. L'inflation, elle est immense, au-dessus de 10% par an. Ouais. L'essence, je t'en parle pas, c'est triste. Mais par contre, là où je voulais revenir tout au début de ta question, c'est que pour moi, les impôts sur les individus, sur les personnes, c'est de la merde, ça se base sur aucun principe, mais ce qui fait le plus de mal, c'est les impôts sur les entreprises. C'est elles qui créent de la richesse, c'est elles qui créent de l'emploi, c'est elles qui développent le pays. Et la bonne nouvelle avec le Canada, c'est que par exemple en France, une entreprise, elle paye en moyenne 60% d'impôts. Elle gagne 100 € et en moyenne, elle en file 60 à l'État. Tu te rends compte, mec ? Au Canada, on est autour de 25%. Okay. Ça fait une énorme différence. Par exemple, aux États-Unis, on est aux alentours de 40%, tu vois. Donc les gens qui disent États-Unis ultra-libéral, c'est pas vrai. C'est le 25e ou 26e pays le plus libéral du monde. Avant ça, tu as des pays qui fonctionnent parfaitement bien. Singapour, la Suisse, l'Australie. Tu as plein de pays ultra-libéraux. Les États-Unis, c'est pas un exemple de libéralisme aujourd'hui. Hein. Les entreprises sont très taxées. Ça ne l'est plus. Ça le fut. Ouais. C'était magnifique. Malheureusement, le virus marxiste débarque assez rapidement, se propage assez rapidement. Mais le Canada, malgré cet enculé de Trudeau, s'il m'écoute, je lui passe le bonjour, malgré cet enculé de Trudeau, partait déjà sur de bonnes bases relativement aux autres pays du monde. Okay. Donc, et en plus, il va sauter le mec. C'est tout ce qu'on souhaite. Je sais que les sondages, on ne peut pas prédire l'avenir, mais il y a quand même une grosse différence. Il y a 25% de gens qui disent qu'ils vont voter pour Trudeau, 67% qui disent qu'ils vont voter pour l'opposition ultra-libérale, ultra-conservatrice. Okay. Parce que c'est un truc à savoir aussi en Amérique du Nord, la droite, c'est pas les putains de RN gauchistes qui sont plus à gauche que le RPR de Chirac, si vous voyez ce que je veux dire. Aujourd'hui, tu prends le programme du RN, il est plus à gauche que le RPR de Chirac, d'un point de vue économie, d'un point de vue société, etc. Ça, ce qui est bien en Amérique du Nord, c'est que tu as des mecs de droite, mais des vrais mecs de droite. C'est des vrais mecs de droite qui sont pour la liberté économique, tout est relatif, mais qui sont pour une baisse d'impôts, pour redonner de la responsabilité aux gens. Donc il y a de l'espoir de ce côté-là. Okay. Je pense très sincèrement que Trudeau va sauter. Et puis j'espère, et ça c'est un autre problème de la démocratie, qu'ils vont pouvoir enlever des règles, des taxes qui ont été mises. Parce que ça aussi, c'est un gros problème. Le boulot du nouveau président à chaque fois, c'est de démêler toute la merde que l'ancien a fait. Ouais. Exactement. Et malheureusement, tu peux pas démêler 100% en général. Ouais. À moins que tu aies vraiment le pouvoir pendant longtemps. Et c'est pour ça que Pinochet avait eu le temps de faire ce qu'il avait à faire. Ça nécessite des dictatures éclairées, quoi. Enfin, pour pouvoir. Ouais, exactement. Un mec qui prend vraiment le pouvoir sur le long terme et qui écoute pas. Moi, je suis royaliste de tradition libérale. Donc, un putain de roi envoyé par Dieu, dépendamment de vos croyances, mais qui s'assure, comme l'était en fait la France avant. Avant, les gens ils payaient 5% d'impôts, même moins au Moyen-Âge, dans plein de périodes de l'histoire de France, sous la royauté. Il y avait des gens qui n'avaient jamais affaire à l'État dans toute leur vie. Le paysan, le commerçant, il n'avait jamais à remplir un formulaire, il n'avait jamais à payer une putain de taxe. Tu vois ce que je veux dire? Ça, on oublie aussi. Au-delà de ce qu'on fonctionne en fric, le temps
et l'énergie mentale parce que il faut avoir bac+10 pour remplir leur formulaire là. C'est tourné avec des tournures de phrases épouvantables. Enfin, c'est épouvantable. Oui, mais t'as même des putains de ministres socialistes Serre-toi un là. bon rhum là. Ouais, parce que là... T'as même des putains de ministres socialistes qui disent qu'ils ont des phobies administratives eux-mêmes. Ouais. Donc tu vois, quand t'es libéral, c'est cohérent de dire que t'as une phobie administrative. Moi, Ouais. je déteste ça. Mais quand t'as même des putains de ministres socialistes, je me souviens plus du nom du mec là, mais vous avez entendu l'histoire. Ouais. Phobie administrative, c'est pour ça que j'ai pas déclaré mon patrimoine. Ouais, Elle va te faire enculer, t'es un putain de socialiste qui impose aux gens de remplir des putains de formulaires et qui les taxe. Et après, t'aimes pas ça pour toi-même. C'est comme Michelle Obama là, récemment à la convention démocrate. Elle a balancé un truc en mode mes parents, ma famille, on se méfiait toujours de ceux qui prennent plus que ceux dont ils ont besoin. Cette grosse conne, elle balance ça à des millions de gens. Alors qu'elle, elle a 40 millions de fortune, elle a des mentions, des mentions, des maisons à plus de 10 millions, elle avait une robe, une tenue à plus de $3000. Genre, arrêtez les gars, allez vous faire enculer. Et de deux, par rapport... excuse-moi, je parle. C'est un homme. Et de deux, c'est un homme. Big Mike. Ça, j'en sais rien. Ça, on n'en sait rien. Elle fait ce qu'elle veut. Le problème, moi, Ouais. je sais pas si en fait, moi, Continue, sur cette question, parce faut savoir que ça fait plusieurs jours qu'on est ensemble ici au Panama, que je suis à la ville de Panama, et puis on s'est éclaté entre bonne bouffe, tir à la R15, discussion philosophique profonde. On a vraiment passé un super séjour. On a eu des discussions comme ça, mais ce que je veux vous dire, les gars, c'est qu'un adulte qui a envie de changer de sexe, j'en ai rien à branler. Il est adulte, il fait ce qu'il veut de sa vie, tu vois. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il fait avec l'argent des contribuables, opération de changement de sexe, psychologue et compagnie. Et il fait du prosélytisme. Et en plus, il veut mettre ça dans la tête de tes enfants. C'est ça le problème. Et l'école publique, c'est quoi cette merde? Et partout dans le monde, hein. T'as des putains de minorités. Et le problème, c'est pas qu'elles soient bien ou mal ce qu'elles fassent. Le problème, c'est que c'est des minorités qui ont carte blanche pour venir dans les écoles et laver le cerveau de vos enfants, les éduquer à votre place. Et c'est financé avec vos impôts. Et financé avec vos impôts, encore une fois. Si toi, tu as envie de foutre ton gamin dans une école privée, parce qu'évidemment, le libertarianisme, ça vient avec la privatisation de l'éducation. C'est-à-dire, au lieu que l'État te prenne 50% de ce que tu gagnes, tu gardes ça pour mettre ton gamin à l'école que tu souhaites. Si tu as envie de foutre ton gamin dans une école LGBT, tu vas le foutre dans une école LGBT, mais tu le fais avec ton fric et tu fais chez personne. Si moi, j'ai envie de foutre mon gamin dans une école catholique, dans une école je ne sais quoi, je le fais avec mon fric. Et la beauté de l'école privée, c'est que chacun met son gamin où il a envie. Et la beauté, avec le libertarianisme, c'est que c'est le meilleur qui gagne. C'est les meilleures idéologies qui gagnent, la meilleure façon de vivre qui gagne. Moi, je te garantis, quand t'enlèves toutes ces putains de taxes de merde pour financer toutes ces conneries, en 2-3 générations, il y a une putain de sélection naturelle qui se fait. Du coup, pour terminer le point sur le Canada, est-ce que aujourd'hui tu conseillerais toujours le Canada à un Français qui nous regarde, qui voudrait s'expatrier ou pas? Excellente question. Le Canada, ça reste 100 fois plus sécuritaire que la France. Tu as toujours 100 fois plus d'opportunités qu'en France. Mais malheureusement, c'est un pays occidental comme les autres. Comme la Suisse qui va lentement vers le socialisme année après année pour les raisons qu'on vous expliquait précédemment. Donc moi, je pense que c'est un bien meilleur choix que la France. Après, personnellement, je préfère les pays plus traditionnels, comme le Panama qui est assez tradit, la Colombie, etc. Mais ça, c'est des questions personnelles. Ce que je veux dire aux gens qui pensent s'expatrier, c'est qu'on n'est pas au paradis. On ne va pas trouver un endroit parfait. Il n'y a aucun paradis. C'est ça. Le paradis, c'est pas sur Terre. Allez vers des endroits qui vous conviennent. Mais tu penses que c'est mieux déjà? Je pense que c'est 100 fois mieux évidemment de vivre au Canada, encore plus dans les provinces de l'Ouest qui ressemblent plus au Texas, etc. C'est comme les États-Unis. Tu vois, tu prends la Californie, tu prends New York, c'est des putains d'États gauchistes avec des trans qui se piquent dans la rue, qui vivent dans des tentes. Tu vois ce que je veux dire? Alors que tu vas au Texas ou tu vas en Floride, c'est des mecs qui bossent, qui créent des entreprises, qui ont des familles, qui vont de l'avant. C'est ça, c'est la beauté avec les systèmes nord-américains, c'est que tu as des provinces au Canada, des États au Texas, et qu'ils ont quand même une assez belle marge de manœuvre. Par exemple, tu as une taxe fédérale sur l'ensemble des États-Unis sur le revenu, et chaque État rajoute aussi sa taxe. Tu as des États comme la Californie et l'État de New York qui taxent grave leur marge de manœuvre sur l'impôt du revenu, et tu as des États comme le Tennessee, le Texas ou la Floride où c'est 0% d'impôt sur le revenu. Donc il y a quand même cette marge de manœuvre qui reste très intéressante aux États-Unis. Donc barrez-vous dans un pays qui correspond à vos valeurs, dépendamment si vous préférez Dubaï ou si vous préférez l'Amérique du Nord, tu vois ce que je veux dire. Barrez-vous dans un pays qui correspond aux valeurs, où vous aimez la culture, vous aimez la bouffe, vous aimez la musique, etc. Et aller et viser les endroits avec le plus de liberté possible. Il n'y a pas de paradis, comme on l'a dit, mais il y a quand même des endroits où tu es beaucoup plus libre que dans d'autres endroits, par exemple le Panama, mec. Au Panama, tu peux te démerder pour pas payer beaucoup d'impôts, tu peux avoir des guns pour te défendre très facilement, tu fais jamais affaire avec l'État, comme tu m'expliquais, du moins de manière très ponctuelle. Tu es libre. Donc si tu aimes le Panama, si tu aimes la météo, si tu aimes les gens, si tu aimes la bouffe, si tu aimes les gonzesses, si tu es célibataire, va au Panama, quoi. Tu vois ce que je veux dire? En fait, l'expatriation, c'est quelque chose de très très personnel. Il y a les statistiques
statistique, le côté taux d'imposition, le côté opportunité, le côté chiffré, tu vois. Et aussi le côté personnel. Il y a des gens qui vont préférer le Portugal, il y a des gens qui vont préférer le Panama. Voilà. Clairement. Mais tu considères toujours que c'est une option OK, le Canada. À mes points, la France est enfer. Hein. Clairement. Ouais. Il y avait un grand économiste américain, son nom m'échappe, mais il disait il y a énormément de philosophes libéraux en France, dans l'histoire de la France, Bastia et compagnie. Et c'est normal, parce que pour comprendre le paradis, il faut avoir vécu en enfer. Allez, en 2 phrases, est-ce que tu peux me dire le ou les gros plus du Canada et les gros moins du Canada, et on clôture le Canada et on passe à la Colombie. Yes. La Pampa. Gros plus du Canada, je vais répéter, mais au moins c'est résumé. Sécurité, opportunité. Ok. Si tu es de classe moyenne ou de classe basse, tu vas pouvoir faire du fric, tu vas pouvoir travailler, tu vas pouvoir bosser et tu vas pouvoir mettre ta famille en sécurité. C'est-à-dire ta gonzesse ou ta femme ou ta fille, elle va pouvoir sortir à 3h du matin prendre le métro sans aucun problème. Ça, c'est les gros plus du Canada. Okay. Les gros points négatifs du Canada, c'est un pays occidental mondialiste qui fait partie de toute cette clique d'États-providence qui veulent tout contrôler, qui vont lentement vers le socialisme évidemment, et puis le wokisme. Okay. Mais le froid, t'as pas mentionné. En fait, ça c'est un point très relatif. Il y a des gens qui vont adorer faire du ski, qui vont adorer faire des randonnées, qui vont adorer jouer au hockey sur glace. Moi, personnellement, ça me dérangeait au bout de quelques années. Okay. Mais les 5 premières années, j'étais tranquille avec ça. Okay. Mais t'as raison, mec. T'as raison. Il y a beaucoup de gens pour lesquels ça peut être un problème. Mais si je reste sur les trucs objectifs par rapport au principe, à l'idéologie, sécurité et comme je te non, point négatif, qu'est-ce que je te disais, c'est mondialisme, tendance social-démocrate qui va lentement vers le communisme mental comme tous les pays occidentaux. Et le deuxième point que je te mentionnais, c'était le putain de wokisme. Mais c'est facile, parce que quand tu vas dans les facs parisiennes, quand tu vas dans les quartiers progressistes en France, est-ce qu'on a vraiment des choses à envier au Canada ou aux États-Unis? Je veux dire, est-ce que le Texas c'est plus woke que la France? Je pense pas. Est-ce que l'Alberta c'est plus woke que la France? Je ne pense pas. Donc le wokisme, j'ai l'impression que c'est partout dans les pays occidentaux développés malheureusement. Passons à la Colombie. Quel a été pour toi un peu le déclic de te dire je lâche mon salaire, quand même tu avais un bon salaire au Canada à 6 chiffres, je lâche ce salaire et puis je vais vivre dans la montagne, dans la jungle colombienne quoi. Le truc c'est que il y a cet aspect pays mondialiste déjà où tu supportais plus. Il contrôle tout. Genre aujourd'hui, l'État français, il a ses tentacules partout. L'État canadien, il a ses tentacules partout. Le fisc français, il peut venir te chercher partout. Tout est contrôlé partout. Ce qui est beau dans les pays d'Amérique du Sud, et même dans certains pays d'Afrique, même si culturellement ça ne me correspond pas, mais c'est d'Asie encore aussi. Ou d'Asie aussi, c'est que l'État n'est pas présent. Par exemple, 40% de l'économie colombienne est informelle. 40% de la création de richesse en Colombie n'est pas déclarée à l'État. Tu vois ce que je veux dire? L'État n'a pas cette capacité de venir tout contrôler. Donc ça, c'est cool. Il n'a pas non plus cette capacité, c'est pas uniquement technique, c'est parce qu'aussi en Colombie il y a beaucoup c'est culturel, mais il y a aussi beaucoup d'entreprises privées, de gangs privés et tout ça qui font un bon rapport de force à l'État, tu vois. Donc ça dépend de chacun, mais on va dire que la Colombie c'est un peu un espèce de paradis anarcho-capitaliste dans le sens où il y a plein de régions qui sont pas contrôlées par l'État et les choses se font naturellement sans que l'État vienne te casser les couilles. T'achètes ton permis de conduire, t'as pas obligé de le passer parce que l'État te demande de faire 50 heures de conduite alors que tu sais déjà conduire, donc tu l'achètes et tu l'as. T'as envie d'avoir des guns, même si l'État veut pas que t'en aies, tu peux en avoir. C'est un pays en fait où il y a plein de règles mais personne ne les respecte. C'est ce que j'allais dire, c'est en fait ce que les gens ont parfois du mal à comprendre, ceux qui ont vécu uniquement en Occident, c'est que dans ce type de pays, il y a ce qui est écrit sur le papier et il y a ce qui se passe dans la vraie vie. Exactement, mec. Et dans ce genre de pays, effectivement, on a un champ d'action de liberté qui est beaucoup plus large, même si on devait s'en tenir uniquement aux règles papier, on ne pourrait pas faire tout ce qu'on peut faire. Le Colombien moyen ne respecte pas une loi par jour en moyenne, quoi. Il n'en a rien à branler. C'est pareil en Argentine. L'Argentine, ils disent la même chose. Enfin, presque tous ces pays d'Amérique latine. C'est parfait. Et plus personnellement, mec, parce que je pense que c'est un point très important, c'est que famille colombienne. Donc du coup, si tu as déjà de la famille, un réseau quelque part, ça pèse énormément dans la balance de l'expatriation. Deuxièmement, les points que je viens de te décrire, cette espèce de liberté informelle. Et troisièmement, je commençais à créer de la richesse à mon compte. Je n'étais plus employé, je commençais au début, comme je vous disais en début de podcast, je suis influenceur sur Internet, youtubeur, et au début, c'est ma femme qui m'a poussé à faire ça.
Elle m'a dit, mec, c'est vraiment. Mec, elle m'a dit, mon cœur, c'est vraiment intéressant ce que tu fais. Sur le Covid, par exemple. Moi, par exemple, sur le Covid, ma position, c'était chacun fait ce qu'il veut, mais on n'impose pas à qui que ce soit de se faire foutre un vaccin pas testé dans le corps. Moi, pendant le Covid, ma position, c'était les statistiques, c'est là pour nous donner des données, mais les scientifiques, c'est pas des gens sages, c'est pas des idéologues ou quoi que ce soit qui sont censés analyser ces données. Par exemple, tu as des données sur la probabilité de mourir en moto. Il y a des gens qui acceptent de prendre ce risque, il y a des gens qui préfèrent ne pas prendre ce risque. C'est pareil avec le Covid. Tu as des données sur la probabilité de mourir à cause du Covid. Il y a des gens qui préfèrent se faire vacciner, il y a des gens qui préfèrent ne pas se faire vacciner en analysant le bénéfice-risque. Et moi, je pense que la liberté, c'est chacun fait ce qu'il veut, bordel de merde. Si tu as un bar, tu as envie de l'ouvrir, les gens que ça ne dérange pas viennent dans ton bar. Si ça te fait peur, le Covid, si tu es complètement flippé, tu as le droit. Mais tu restes chez toi enfermé, tu fais pas chier les autres. Ouais, donc c'est comme ça que tu as commencé à faire du contenu. Yes. Pendant le Covid, je parlais beaucoup avec ma femme de tout ça. Elle me dit, mec, mon cœur. Excusez-moi, c'est le rhum. Mais il faut que tu fasses des vidéos. J'ai commencé à faire des petits réels. Et là, j'étais encore en travail à plein temps. Je travaillais à plein temps au Canada. Tous les jours, je me levais à 7h pour aller bosser. Je rentrais à 18h chez moi le soir. Et j'avais plus de vie à ce moment-là parce que je passais toutes mes soirées, tous mes week-ends à créer du contenu parce que j'ai commencé à kiffer ça et je voyais que ça marchait. Donc des contenus vraiment pro-liberté sur un public français qui commençait à mordre. Parce que j'étais en contact avec Papacito. J'ai envoyé un petit message et je lui ai dit, mec, je suis hispanique comme toi. Au passage, 50% de la population colombienne a 100% de sang espagnol et 93% a du sang espagnol. Donc c'est vraiment des cultures très hispaniques et les Espagnols adorent l'ancien empire espagnol. Pour eux, c'est l'Espagne. Pour eux, c'était pas des colonies, c'était l'Espagne. Bref, pour moi aussi, mais bon, c'est un petit détail, on s'en fout. Et en gros... Petit message à Papacito, salut mec, je te ressemble énormément, je suis hispanique, je suis très catholique, je suis très pro-liberté, etc. Je voulais te partager mon contenu. Et à partir de ce moment-là, à chaque fois que je faisais un réel, il partageait mon réel en story alors qu'il a 80 000, 100 000, 150 000 abonnés maintenant, je pense. Ouais. Et donc ça a été mon tremplin. Alors je sais pas s'il va regarder cette vidéo, mais évidemment, je lui dois énormément de choses. Mais il le sait, je lui ai déjà dit, je l'ai déjà remercié plusieurs fois. Mais je pense qu'il m'a apprécié parce qu'on se ressemblait. Et il m'a apprécié aussi parce que je faisais du bon contenu. Je faisais des petits réels très efficaces en 1 minute où je vous expliquais que l'impôt c'est de la merde, que si c'est de la merde, que si, etc. Et grâce à ça, en fait, je suis rentré en contact avec Baptiste Marché, un autre grand influenceur de droite en France. Et lui, il cherchait à créer un podcast alors qu'il venait de s'expatrier au Texas pour garder un contact, tu vois, et pour continuer à pouvoir s'exprimer avec le public français, sachant qu'il n'était plus invité par aucun média. Et sachant qu'il était très libertarien, je voyais dans ses interviews. En tout cas, il était libéral classique et maintenant, il est devenu minarchiste. Il avoue lui-même, il le dit lui-même parce qu'il n'y a rien de mal. Mais c'est toujours difficile de changer de position politique face à son public. Mais mon gars, en fait, vous comprenez pas en France que... Les vrais mecs de droite, ils sont pour la responsabilité individuelle, pour la liberté individuelle. Et la liberté, ça vient avec de la responsabilité. La liberté, c'est pas facile. Il faut savoir se défendre, il faut savoir créer de la richesse, il faut savoir mettre du pain sur la table pour sa famille. Mais c'est ça la vie. La vie, c'est pas être un robot qui est sous perfusion de l'État constamment. Et donc, podcast avec Baptiste Marché. Il cherchait un mec libertarien parce qu'il était déjà intéressé par cette idéologie pour lancer un podcast. Et là, je lance un podcast. Donc, entre mes petits réels Instagram partagés par Papacito et un podcast sur ma chaîne YouTube avec Baptiste Marché, évidemment, énormément de visibilité. Je suis très clivant parce que le libéralisme en France, c'est très clivant. Mais j'ai réussi à créer ma petite niche. Je commençais à gagner un peu de revenus grâce à Patreon. Tu vois ce que c'est Patreon? Tu veux que j'explique? Bah oui, tu peux expliquer, il y a des gens qui ne te connaissent pas. Ah oui, Patreon en fait, c'est une plateforme. C'est comme OnlyFans. Ouais, mais pour de la création de contenu non sexuel, on va dire. Voilà. Donc c'est de la création de contenu où tu proposes aux gens de te soutenir parce qu'ils aiment ton combat et aussi d'avoir accès à ton contenu exclusif. Donc tu mets plus de vidéos, plus de choses personnelles, plus de longs formats, tu donnes un accès anticipé aux choses que tu mets au grand public sur YouTube une semaine avant. Et en gros, j'ai eu une bonne dynamique là-dedans. Au bout d'un moment, j'ai eu assez d'abonnés Patreon quand je commençais à faire 1000-1500 euros sur Patreon pour passer à mi-temps. Donc j'ai négocié avec mon emploi un emploi à mi-temps. Et ça, c'est très beau aussi. Petite parenthèse, c'est que dans les pays libéraux, en fait, le pouvoir de négociation, il est très équilibré entre le patron et l'employeur. Dans un pays comme la France, tout le monde cherche un bon travail et c'est la galère. Donc c'est le patron qui décide, c'est l'offre et la demande. Il choisit qu'il a envie de prendre et il est ultra exigeant. Dans un pays comme le Canada, bien plus libéral, l'offre et la demande est équilibrée, donc l'employé a un gros pouvoir de négociation. Ils ont un problème de main-d'œuvre, ils ont tellement d'entreprises, tellement de croissance qu'ils ont besoin de gens, quoi. Et donc tu as un pouvoir de négociation. Donc ils avaient besoin de moi, je veux passer à mi-temps, ok, ça ne nous arrange pas, mais on préfère ça plutôt que de te perdre complètement. Donc je passe à mi-temps et ça me permet sur l'autre moitié de mon temps de continuer à développer d'autant plus mon activité sur Internet jusqu'à ce que j'arrive
un revenu suffisant, aux alentours de 1700 € à l'époque. Aujourd'hui, je fais aux alentours de 2500 €, pour être tout à fait honnête, transparent avec tout le monde. Okay. Je le dis souvent dans mes podcasts, donc il n'y a pas de souci. Donc 30 000 par an, tu passes quand même d'un bon 6 chiffres à 30 000. Donc c'est vraiment c'est un combat qui t'est cher et que ce choix de vie t'est cher. C'est beau. Exactement. C'est beau. Et puis, pour vivre en Colombie, c'est largement suffisant. Oui. Ouais. Et la Colombie, en fait, c'est pas un truc pour tout le monde. Si vous avez aucun réseau en Colombie, si vous avez aucun contact en Colombie, allez pas vous foutre dans ce Far West. Ouais. Moi, je vis là-bas parce que je connais les codes, parce que j'ai ma famille. Et ta famille était de là-bas? Bah oui, ils avaient plein de terrains. Il y a eu un terrain de ma famille pour que je puisse construire ma baraque avec ma mère, parce que ma mère a financé la maison à 50%, mais ça c'est encore un autre sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que moi j'avais cette opportunité. J'aime la Colombie, j'aime la culture. Je vis dans la région en fait de Colombie, qui est l'équivalent du Texas aux États-Unis. Il y a environ 30 régions en Colombie. C'est quelle région, si tu peux c'est Antioquia. C'est magnifique. Magnifique. 25 des descendants de Basques, des descendants d'Espagnols, ultra entrepreneurs, ultra pro-liberté qui détestent le communisme. En fait, là-bas, la norme, c'est de dire que le socialisme, c'est de la merde. Ça, c'est la norme là-bas. Si t'es différent, c'est que t'es une merde. Alors qu'en France, la norme, c'est de dire que le socialisme, c'est bien, le wokisme, c'est bien. Là-bas, c'est l'inverse. C'est un peu le Texas colombien, comme je te disais. Et en gros, tu prends la carte de la Colombie, et tu as plein de régions qui sont à droite, à gauche, au centre, etc. Et la seule qui est qualifiée politiquement d'ultra-droite, c'est la région où je vis. Okay. Donc je suis bien là-bas, je suis entouré de gens qui me ressemblent, autant physiquement qu'idéologiquement. Donc pour moi, c'est bien, mais le message que je veux vous passer, c'est que c'est très personnel. Ouais. Comme on disait par rapport à avant. Donc moi je suis bien dans ce Far West, dans cette liberté, avec mon gun pas déclaré, mes impôts pas déclarés, ma liberté de faire ce que j'ai envie de faire dans mes montagnes, et qu'ils aient tous fait enculer ces socialistes. Et prends un coup de rhum, je prépare la question suivante. Du coup, tu as fait sécession en gros. Si tu peux expliquer d'ailleurs ce que c'est que de faire sécession selon toi. En fait, faire sécession, c'est se détacher complètement de l'État. Ouais. De cet État qui au final est une mafia. On pourra y revenir plus tard. L'État, c'est la mafia qui a réussi. C'est la mafia qui a le pouvoir de venir te prendre ton fric et de venir te contrôler. Elle veut toujours plus de fric, toujours plus de contrôle. Bref, c'est naturel, comme toutes les mafias. Et comme le dit très bien Milei, il préfère une vraie mafia que l'État, parce qu'au moins, la mafia, elle a un code d'honneur. Ce que l'État n'a absolument pas, comme vous pouvez vous en rendre compte dans l'actualité au quotidien. Bref, sécession, c'est le fait de se séparer de cet État. Et c'est compliqué dans nos mondes actuels de se séparer complètement de l'État. Donc c'est plus un objectif, un parcours, qu'un État, qu'un État dans le sens un state, que quelque chose de ponctuel à un moment donné. Mais l'idée en fait les gars, c'est que si vous aimez la liberté, c'est d'aller vers cette sécession le plus possible. Essayez de payer le moins d'impôts possible, essayez d'être le moins contrôlé par l'État, essayez d'être autosuffisant, essayez de faire de payer au black les gens pour qu'ils reçoivent plus d'argent et qu'ils ne se fassent pas voler par l'État. Essayez le maximum possible de sortir de ces griffes de l'État. Est-ce que tu penses que de faire sécession comme tu le fais actuellement, enfin du moins la direction dans laquelle tu vas, ça aurait été possible au Canada ou ça aurait été possible en France par exemple? Ou tu penses que ces pays un peu plus laxistes d'Amérique latine, ils sont plus propices et c'est plus facile à faire? Ouais. C'est possible, mais ça demande beaucoup plus d'efforts. Ouais. Dans ton public, tu as des gens qui font sécession en France par exemple? Ouais. Ouais, donc c'est possible, mais c'est plus compliqué, quoi. Parce que par exemple, moi là où je vis, les tentacules sont vraiment partout de l'État. Mec, et en plus en France, t'as des putains de voisins qui vont te balancer. Ouais, si tu construis un abri de jardin pas la bonne taille, ils récupèrent l'eau de pluie, c'est interdit. Je vais appeler la gendarmerie. C'est ce que je veux dire. C'est quoi cet enfer? Et la réalité, c'est que moi là où je vis, par exemple, je récupère l'eau directement dans la rivière grâce à un système de filtration d'eau, etc. qu'on a installé avec ma famille. On va en parler dans un instant. Ah bah très bien, on a la logistique après. Mais ce que je veux dire, c'est que en Colombie, t'as des mecs qui ont leur putain d'entreprise sur Google Maps avec 20, 100, 200 avis et ils déclarent pas le revenu au gouvernement. Tu vois ce que je veux dire? Ça serait difficile en France. En France, tu fais ça, c'est sûr que t'as un contrôle du fisc. Ouais. Bon, après, bien sûr, on n'incite personne avec ce podcast à faire des choses qui soient illégales, etc. Exactement. Faites ce que vous voulez. Moi, ce que je peux vous dire, les gars, c'est un devoir moral que de payer le moins d'impôts possible, vu ce que fait l'État avec votre fric et vu le principe de l'impôt qui est du vol. Faites tout ce que vous pouvez pour payer le moins d'impôts possible légalement. Tout est dit. Est-ce qu'on peut parler justement un petit peu de la logistique du fait de vivre dans cette jungle? Parce que
je sais pas si on peut le dire, mais donc tu es marié et tu as une enfant en plus, hein, Petite fille, qui est pas 13 vieille, mois. 13 mois. Donc ça peut faire peur d'aller se mettre dans la jungle, dans la montagne avec une petite. Tu m'as dit, tu es à 3 heures de la plus grosse ville de Medellín, quelque chose comme ça? Exactement. Le village le plus proche, il est à 45 minutes. Ok. C'est quand même pas mal de route. Hein. Ouais. Et la plus grosse ville, elle est à 3 heures, 3h30. Ok, donc c'est quelque chose. Cette maison, tu l'as construite en allant sur place quand tu as fait ton expatriation ou tu avais commencé le projet de la construire quand tu étais encore au Canada? Ouais. Mais ça, c'est encore une fois les opportunités. Ouais. C'est un terrain disponible parce que ma famille nous le cède avec ma mère. Ou on l'a acheté, je sais plus exactement, mais en fait, les choses étaient faites pour qu'on ait un terrain disponible proche des terrains qui appartenaient à ma famille. Et mon oncle là-bas, qui était là pour superviser la construction. Ok, donc en fait, ça s'est fait à distance. Okay. En fait, c'est ma mère qui m'a dit, écoute, on a des terrains en Colombie, il faut les utiliser. J'ai envie de me construire une maison de vacances. Est-ce que tu es chaud pour venir avec moi sur le projet? Ouais, parfait, je suis en train de commencer de la création de contenu et j'aimerais beaucoup pouvoir vivre de ça. Donc la Colombie, ce serait exceptionnel pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. Let's go. Elle a financé la moitié de la maison, j'ai financé l'autre moitié. Ça coûte combien une maison comme ça? Ma famille si était sur place, 90 000 euros. Okay. C'est magnifique, tu l'as déjà vu, je pense, les montagnes autour, ouais, etc. Ouais, j'ai vu moi. Et ce qui est magnifique, c'est que je peux permettre à ma femme de ne pas travailler et d'éduquer mon enfant tout en vivant de ce que j'aime et d'avoir assez pour vivre confortablement. Et ça, je pense que c'est un énorme luxe. Donc elle n'est pas employée, mais elle fait le plus beau travail du monde. Ah, c'est ça, elle s'occupe de sa fille. Est-ce que faire grandir tes enfants? C'est quoi ce délire de payer la femme de quelqu'un d'autre pour garder ton gosse, que ce soit à la garderie ou quelque part d'autre, via les impôts ou pas indirectement? Mais c'est quoi ce délire d'accepter que ce soit la femme de quelqu'un d'autre qui éduque ton enfant pour que ta femme puisse aller se faire dicter par son patron ce qu'elle doit faire et qu'elle a le droit à 15 minutes de pause par jour? Non, mais c'est quoi ça? Ah, c'est vrai que ça dépend de combien ça rapporte ce qu'elle va faire ta femme. Après, là, on est pile poil dans le libertarianisme. Mais la réalité, si elle a envie de le faire, qu'elle le fasse. Ah oui, c'est ça. En fait, moi, ce qui est beau avec ma femme, c'est qu'elle fait ce qu'elle veut. Voilà. Si elle a envie de bosser, elle peut bosser. Si elle a envie de créer son entreprise, elle peut créer son entreprise. Si elle a envie de se consacrer à la famille, elle peut le faire. Elle n'a aucune limite, mais la réalité, c'est que moi, en tant qu'homme, je lui dis, je suis là pour subvenir à tes besoins. Et donc, tu peux faire ce que tu veux, et ça c'est magnifique. Et un truc très important, c'est qu'en France, les gars, je le répète, hein, mais 50% de votre création de richesse est absorbée par l'État. Donc imaginez-vous que l'État n'absorbe pas toute cette richesse, votre femme, elle n'a pas besoin de travailler. Par exemple. Du coup, un petit peu la logistique en termes d'eau, électricité. Là, tu as dit tu récupérais l'eau d'une rivière, électricité, Internet. Comment ça se passe dans ta campagne là? Alors, dans ma campagne... Est-ce que tu es vraiment off-grid ou quand même Je suis à moitié off-grid, on va dire. Okay. Je prends les opportunités où elles sont. Okay. Y a une putain de rivière, une putain de source de rivière avec de l'eau parfaite, analysée Okay. par des laboratoires et tout, comme quoi l'eau est parfaitement consommable. Okay. Donc moi, je suis connecté directement à la rivière grâce à un système qui me permet de récupérer l'eau. En fait, c'est un système très basique. C'est un espèce de gros tank avec 3 compartiments. Et en fait, ça passe de compartiment en compartiment, ouais. Et ça filtre en mettant les saletés vers le bas. Okay. Moi, ce que je fais, c'est que cette eau, je la fais quand même bouillir. Parce que la réalité, c'est que il suffit qu'un animal chie là où passe l'eau, il suffit qu'un animal crève, meurt là où passe l'eau. Si l'eau passe par là, ça infecte ton eau et tu peux avoir une bactérie. C'est extrêmement peu probable. Mais dans le doute, sachant que je suis loin des hôpitaux, etc., je préfère faire bouillir mon eau pour ma femme, pour ma fille, pour moi-même. Donc là, en ce qui concerne l'eau, qui est un des trucs les plus importants du monde, je suis assez indépendant. En ce qui concerne la nourriture, je suis dans la montagne et il y a beaucoup de paysans. Okay. Donc à côté, j'ai le mec qui a la meuf qui a ses poules et ses œufs. À côté, j'ai le mec qui tue des cochons. À côté, j'ai le mec qui a des vaches, qui fait du lait, du fromage, etc. À côté, en fait, dans cet écosystème très libre, je vais acheter aux gens qui sont autour de moi, sans payer d'impôts ni rien, parce que tout se fait en cash, etc. C'est absolument pas déclaré à l'État. Donc, sachant que ça fait 9 mois que je suis arrivé en Colombie, c'est ce que je fais pour l'instant. Mais l'objectif, c'est de moi-même avoir mes poules, de moi-même avoir mon potager, etc. pour être le plus indépendant possible. Parce que la vérité... l'autonomie totale ? Alors, l'autonomie totale, je la vise, mais je crois pas que c'est possible d'y accéder. Par exemple, si tu veux te déplacer, tu as besoin d'essence, tu dois aller payer, tu dois aller acheter de l'essence et c'est taxé par l'État. C'est compliqué d'être autonome sur l'essence, par exemple. Électrique avec des panneaux sur le toit, peut-être. Ça, c'est vrai. Peut-être. Il faudrait avoir un putain de bon 4x4 électrique qui me permet d'accéder à mes montagnes. Peut-être que dans l'avenir, avec, comme tu dis, les évolutions technologiques, ça va être possible. Ça, c'est ce qui est magnifique. Alors, par exemple, le Bitcoin et compagnie, c'est tout ça. Mais j'en ai pas des Bitcoins, hein, pour être transparent avec vous, mais parce que j'ai pas un niveau de richesse qui permette, qui fasse que ce soit pertinent d'avoir un Bitcoin. Bon, après, c'est relatif, mais bref. Ce que je veux vous dire, c'est que plus la technologie elle avance, plus l'État a accès à cette technologie, mais plus nous aussi on a accès à cette technologie. Et donc, c'est là l'espoir que j'ai en l'humanité.
C'est que la technologie, hashtag Elon Musk et compagnie, nous permettent d'être de plus en plus libres. En parlant d'Elon Musk, j'allais te parler d'Internet. Tu utilises son produit. Starlink, Ouais. magnifique. Fantastique, non? Mec, c'est génial. T'es au milieu de la montagne colombienne, perdu avec rien autour de toi, et t'as une connexion Internet avec 200 MB en descente et 25 en montée. Top. Tu peux faire ton contenu sans problème, Exactement. des lives et tout, aucun souci. Exactement. Ah, c'est fantastique et c'est encore une fois ça va dans ce qu'on venait de dire sur le fait que avec les évolutions, plus il va y avoir des évolutions technologiques, plus ça sera facile de faire ce que tu fais. C'est magnifique. Tu m'y as fait penser aujourd'hui, j'avais jamais eu cette réflexion, mais c'est vrai. Et pour en revenir à tes sources d'approvisionnement, donc là tu m'as mentionné que tu avais des producteurs autour de toi, mais j'imagine que tu vas aussi faire tes courses de temps en temps dans une grande ville. Comment ça se passe techniquement? Est-ce que tu y vas une fois par mois ou tous les je ne sais combien de temps? Enfin, si tu veux me parler de ça aussi. Bah écoute, on va faire des grosses courses environ une fois par mois à la ville la plus proche, la petite ville la plus proche avant l'entrée de Medellín, ce qui fait 2h30 de route. Ok. Et là on Donc charge c'est une expédition quoi. une expédition, on charge le 4x4 à bloc, on rentre à la maison, on a tout ce qu'il faut pour le mois. Okay. Et s'il y a besoin de trucs d'appoint, on va au petit village à côté qui est à 40 minutes comme je te disais un peu plus tôt. Mais je pense qu'il y a un truc important à savoir les gars, c'est important, c'est que la liberté, ça n'a pas d'impact sur le fait que je vive dans la montagne. Si vous aimez la ville et qu'il y a une ville un jour très libre où vous pouvez être libre, c'est pas parce que vous êtes un citadin que vous pouvez pas être libertarien. C'est une question de choix de vie avant tout. Donc je veux vraiment que les gens arrivent à faire cette distinction entre mes choix de vie et mes principes. Parce que mes principes peuvent être appliqués dans différents modes de vie. Ça fait sens, totalement. C'est bien de l'ajouter. Et si tu voulais te faire livrer quelque chose là où t'es, c'est possible ou pas? Je sais pas, j'en sais rien. Oh non, c'est impossible. Ah, La poste passe pas. C'est bien reculé. Je peux pas avoir une lettre, je peux pas avoir un colis ni quoi que ce soit. Okay. La seule solution que j'ai, c'est soit que ça arrive à Medellín où j'ai de la famille, soit que ça arrive au village le plus proche, chez un commerçant ami qui accepte de me recevoir le paquet. Ok. Donc là, tu es quand même bien isolé. Est-ce que ça te pose un souci, par exemple, au niveau de la santé? Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur, par exemple, parce que tu as une petite en bas âge? C'est souvent malade, les petits. Bon, après, elle va pas à l'école, parce que c'est souvent quand ils vont à la crèche et tout ça qu'ils deviennent malades tout le temps. J'imagine qu'elle est moins malade qu'une enfant normale. Mais est-ce que c'est quelque chose qui te tracasse? Comment ça se passe, s'il y avait un pépin? Personnellement, ça fait 10 ans que je suis pas chez le médecin, donc ça m'inquiète pas trop. Je pense que c'est important de prendre soin de soi. Et c'est facile de fumer tous les jours, de se faire une bouteille de whisky tous les jours. Là, je dis ça en buvant un rhum parce qu'on est en vacances. C'est facile de faire de la merde avec sa santé quand tu sais que l'État va toujours te sauver le cul. Ouais, c'est vrai. Quand tu as la sécurité sociale qui te dit on va te soigner ton cancer, on va te soigner ton diabète, ta super tension artérielle, c'est facile de faire de la merde. Alors que si t'as pas ce putain d'État qui te sauve le cul, tu fais beaucoup plus attention à toi. Ouais. Et moi, je suis pas au top de ma forme aujourd'hui parce que je suis papa depuis 1 an. Mais par contre, dans ma vie, ça a toujours été important de faire du sport. Je mange pas beaucoup de sucre, je bois pas beaucoup d'alcool, même si c'est un peu mon petit péché mignon, l'alcool. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui. Mais il va nous terminer la bouteille de rhum avant la fin du podcast. Ça va, ça. Petite descente. Ça prend bonne route. Mais donc, si t'avais un pépin, si j'ai un pépin, c'est à 40 minutes de chez moi. 40 minutes, ouais. Je sais pas, 40 minutes. Et si tu roules vite? Si je roule vite, 30 minutes. Okay. Ouais, 25-30 minutes. Okay. Je roule pas très vite parce que j'ai toujours la bonne femme. J'ai toujours la femme et la fille dans la voiture. Mais si je roule vite, en 25 minutes, j'y suis quoi. Ok. Surtout avec le 4x4, on s'en fout qu'il y ait des roches, que ça saute un peu. Tu traces. Et même si ça touche dessous, tu t'en bats les couilles. Il y a ta gamine qui est en train de crever. T'arrives en 25 minutes à l'hôpital. C'est pas non plus abusé, je trouve. Ok, ouais, non, j'imagine que je me rends pas compte là, sincèrement, mais j'imagine qu'il y a des gens en France qui doivent être à peu près aussi à 20-25 minutes d'un hôpital. Sûr, ça doit exister aussi. Oui, c'est très commun, je pense. Donc c'est pas la folie non plus. C'est pas. On prend soin de nous. Ouais. Mais on a accès quand même à l'hôpital. Et encore une fois, moi, c'est assurance privée, les gars. Donc les commentaires. J'allais te poser cette question. Est-ce que tu retournes en France te faire soigner comme ces grands connards d'expatriés riches qui payent pas d'impôts? C'est toujours le commentaire que j'ai sur YouTube. C'est j'imagine que quand t'as le moindre problème, tu vas te faire soigner en France. T'as rendu ta carte de sécu? Je l'ai brûlé ma carte de sécu. Personnellement, je sais même plus à quoi ça ressemble. Je crois que c'était vert. Jeune. Ça fait 10 ans que j'ai pas vu une carte de sécu, j'en ai rien à branler. J'ai une assurance privée qui est beaucoup plus efficace et qui est beaucoup moins chère que la sécu relativement au service rendu. D'ailleurs, vous verrez, il y a des classements très intéressants sur les niveaux de services de santé dans les pays. Et les pays les plus libéraux ont les meilleurs services. Donc, ce que je veux vous dire, les gars, et c'est un message qui pour moi me tient à cœur, c'est qu'en France, quand vous vivez en France, la sécurité sociale, ça vous est imposé. C'est un contrat qui vous est imposé par l'État dès votre naissance. C'est-à-dire que si vous voulez sortir de la sécurité sociale, déjà c'est quasiment impossible. Je crois qu'il y a 1 ou 2 mecs qui ont réussi à le faire dans les 10 dernières années. Vraiment.
Et en plus, si jamais vous parlez contre la sécurité sociale, ou si vous incitez les gens à essayer de sortir de la sécurité sociale, vous pouvez avoir des amendes de 10 000, 15 000 euros. Merde. C'est n'importe quoi. La chaîne va sauter. Là. C'est une putain de mafia. Ben, on vit pas en France et puis on n'est pas en train de dire ça depuis la France, donc qu'ils aillent se faire enculer. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous avez une carte de sécurité sociale, c'est quelque chose qui vous est imposé, les gars. C'est pas de votre faute. Point barre. Du coup, si c'est pas indiscret, tu peux nous dire ce que tu payes par an en sécurité pour ton assurance privée et comment ça se passe en 2 lignes, quoi. Et c'est ça qui est beau avec la sécurité privée, c'est que tu choisis ce qui correspond à tes besoins. Moi, ça fait 10 ans que je suis pas allé chez le médecin. Ma femme, ça fait 10 ans aussi, je pense qu'elle a pas été chez le médecin. On fait super attention à nous. On vit à l'air libre. On boit pas de soda, on bouffe pas de sucre et compagnie. On fait attention à nous, donc on va jamais chez le médecin. Donc on n'a pas pris d'assurance pour la santé quotidienne. Okay. Si jamais un jour j'ai besoin d'aller chez le médecin parce que j'ai un œil abîmé, je vais chez le médecin, je paye. Au final, ça me reviendra probablement moins cher que si j'avais une assurance parce que j'y vais jamais. Par contre, pour les trucs graves, et ça je pense que c'est quand même intelligent à faire. Si jamais j'ai un cancer, un accident de voiture, quelque chose qui m'handicape à long terme, etc., avec un traitement, là je suis assuré. Donc ça te coûte combien par an ? Je pense que pour toute la famille, ça me coûte, c'est que dalle, hein. Ça va me coûter 2 000 euros par an pour les 3. Ok. C'est que dalle, non ? C'est beaucoup moins cher que la Sécu quand tu vois qu'ils prennent 20% sur un salaire à 3 000 euros. Sur un salaire à 3 000 euros, les gars, allez vérifier sur Internet. L'État vous prend 20%, pas en impôt, hein, uniquement en cotisation pour la putain de sécurité sociale. Ouais. Et quand vous allez chez le médecin, on vous prend pas parce qu'il y a je sais pas qui est en train de se faire soigner par le médecin. Ouais. Ok, bon, bien. Je sais pas qui ne cotise pas. Parfois, souvent c'est le cas. Éducation des enfants, bon là elle est petite encore, mais qu'est-ce que tu comptes faire ? Homeschooling ou il faudra déménager vers une grande ville ? Non, qu'est-ce que tu vas faire ? Bah, y a des petites écoles quand même dans les montagnes, en campagne. Okay. Par contre, moi jusqu'à 6 ans c'est à la maison. Ok. Surtout que la maman peut s'en occuper. Après, dans l'idéal, moi je suis pour l'homeschooling et la maman veut quand même que la petite se socialise. Ok. Donc je pense 5 ans pour la convaincre. Ouais, bon, je pense que le compromis ça va être 1 ou 2 jours par semaine à l'école et le reste à la maison. Et c'est ça qui est beau avec la Colombie. Tu vas voir la prof, peu importe les lois. Écoute, moi ça m'arrange de faire ça comme ça. Est-ce que c'est correct ? Ok. Sinon, je te file un petit billet et c'est correct. Tu vois ce que je veux dire ? Tu as cette liberté de choix. Moi, demain, je vais voir l'école la plus proche. Je lui dis, écoute, ma gamine, je veux qu'elle vienne 1 jour par semaine à l'école et le reste, elle est à la maison. C'est sûr qu'on trouve une solution. Ok, donc on a fait la sécurité, la santé et l'éducation. Il manque plus que la sécurité. J'imagine les gens, là, il y en a plein, ils sont jamais en Colombie ou ils entendent parler de la Colombie que par Pablo Escobar, les FARC et tout. Est-ce que tu peux nous parler de la sécurité ? Est-ce que c'est quelque chose qui te concerne ? La région dans laquelle tu es, est-ce que c'est dangereux ou pas ? Est-ce que tu es armé ? Tu l'as dit tout à l'heure. Voilà, ton rapport à la sécurité. Est-ce que je suis armé ? Je suis pas passionné d'armes, mais pour moi c'est important d'avoir un 12 à la maison au cas où il y a quelque chose qui se passe. Je pense que si tu vas dans des fusils un peu plus développés, des AR-15, des Glock et compagnie, il faut s'entraîner régulièrement pour avoir les bons réflexes. Si un jour il y a quelqu'un qui débarque chez toi, charger ton AR-15, être sûr que tout soit parfait pour commencer à shooter, si tu fais pas ça 1 fois par semaine, t'as pas les réflexes. Tu vas bégayer, à moins que tu sois particulier, mais... Donc pour moi, un 12 où tu fous bon arrosoir, 1 ou 2 cartouches que n'importe qui peut utiliser, même ta vieille tante qui connaît rien aux armes à feu, tu lui files un cours de 5 minutes. En 5 minutes, n'importe qui peut utiliser un fusil de chasse. Ouais, ok. Donc ça, c'est le point positif. C'est pas... T'as pas beaucoup de munitions, c'est plus pour intimider, il faut bien viser la première fois ou c'est plus pour que le mec se barre. Ouais. C'est pas le plus efficace, mais si tu t'entraînes pas régulièrement, je pense que c'est la meilleure solution. Ok. Après, les experts en armes peut-être auront un autre avis. Nous dirons dans les commentaires. Dans les commentaires. Pour ce qui est des Colombie, c'est les codes. Mais en fait, la région où je vis, en fait, c'est géré par un clan de droitards. Okay. En fait, en Colombie, t'as les miliciens d'extrême droite et t'as les FARC. Les FARC, il n'y en a presque aucun. Ils sont tous fait défoncer. C'est minoritaire. Okay. Mais t'as beaucoup de régions où l'État est là juste pour faire figuration. Et en fait, c'est un clan privé qui gère. Okay. Par exemple, dans le village où je vis, si t'as un pédophile ou si t'as un mec qui se fout de l'héroïne sur la place publique tous les jours, le clan met son nom sur la place du village. Roberto González. Il a 1 semaine pour se barrer, sinon il se prend une balle dans la tête. C'est aussi simple que ça. Donc ça, c'est la justice. Ça fonctionne bien du coup. La justice fonctionne, on va dire. En France, t'as une gamine qui se fait violer, le mec il prend 2 ans de prison et puis il se fait libérer. Ouais. Enfin, il prend 10 ans de prison, il se fait libérer au bout de 2 ans. Là-bas, le mec qui viole des gamines, soit il se barre du village, soit il se prend une balle dans la tête. Et je suis très cru, hein, mais c'est la réalité. Sur les enfants, moi, j'ai aucune tolérance. Et puis il faut connaître les codes. Dans la tête. Si t'es un mec qui va chercher la drogue, qui va chercher les putes, qui va chercher à se mettre dans des trucs sales, la Colombie, c'est pas pour toi, très sincèrement. Mais si t'es un mec qui a une vie de famille, qui connaît les codes, qui a ses contacts, il va jamais rien t'arriver, très sincèrement. Le pire qui peut t'arriver, c'est un mec qui va te voler ton téléphone
dans une grande ville. Dans les grandes villes, mais comme à Paris, quoi. Là où t'es, on risque pas de te voler. J'ai des amis qui vivent à Médéine, et ils me disent je me sens plus en sécurité à Médéine qu'à Paris. C'est vrai. On en est arrivé à ce niveau-là, c'est affligeant. C'est triste, hein. C'est affligeant. triste. Et c'est la réalité, les gars. Ouais. Et c'est pas parfait, évidemment. Mais la liberté, ça vient aussi avec la responsabilité. Il faut la responsabilité de savoir se défendre. La responsabilité d'avoir assez d'argent si jamais tu sais pas te défendre pour payer quelqu'un qui te défend. Mais le truc, c'est que la France, ça se dégrade d'un point de vue sécuritaire, tout le monde le sait. Et le truc, c'est que en plus de tout ça, moi je vais à la campagne. Ouais. Donc je suis loin de tout ça. Ok. T'as une campagne de gros droitards gérée par des putains de clans de gros droitards. C'est hardcore, hein, les gars, mais moi ça me convient. Encore une fois, il y a des choses pour chacun. Ouais, bien sûr. Chacun doit trouver midi à sa porte et ça a l'air de bien te convenir. Est-ce que tu peux nous parler d'une journée type rapidement, à quoi ça ressemble Le Guise ? Ouais, une journée de Le Guise. Le Guise se réveille à 6h du matin avec le réveil, généralement à 5h45 avec le soleil qui sort parce que j'ai pas de rideau. Le réveil, il est là en cas d'alerte. Ensuite, sport. Je profite que la petite est encore en train de dormir pour boire un café, un verre d'eau, faire des pompes, des tractions ou quoi que ce soit. Douche, la petite se réveille. En général, je fais plaisir à la maman, je vais la chercher la petite, ça me fait plaisir à moi aussi. Je lui change sa couche, je lui donne son biberon. Et une fois qu'elle est en train de boire son biberon, je la laisse à la maman. Et là, je commence à bosser de 8h30 jusqu'à 18h. Donc le matin, moi quand je suis créateur de contenu, le matin, je prépare mes contenus et l'après-midi, je les tourne. Que ce soit des lives, des réels ou quoi que ce soit. Et le soir, temps de famille, pour moi c'est important. Le plus grand regret de beaucoup de gens sur leur lit de mort, c'est d'avoir trop travaillé et de ne pas avoir passé assez de temps avec leurs proches. Moi, j'ai cette chance de pouvoir travailler à la maison, de pouvoir gérer mon emploi du temps. Et le soir, je passe un bon 2 heures en famille. Et pour moi, c'est essentiel. Je préfère passer un bon 2 heures en famille que de doubler mon revenu, sincèrement. Ok, ça fait totalement sens. Mais d'ailleurs, c'est de ça qu'on discutait off-caméra avant-hier. C'est que tu es libertarien, tu es capitaliste d'une certaine façon, mais tu n'es pas un ultra-capitaliste avec cette envie de devenir méga riche. Toi, ce qui t'intéresse, c'est d'avoir la vie que tu as actuellement, en fait. Mec, c'est exactement ça. J'ai tout résumé dans ma propre question. Quelqu'un qui a envie d'être ultra riche, tant mieux pour lui, tant qu'il fait ça honnêtement, en respectant les principes, la propriété des autres. Mec, j'en ai rien à branler. Tu peux être Bernard Arnault. Je suis sûr que c'est un bien meilleur gars que le mec qui tabasse sa femme et qui gagne un SMIC. Tu vois ce que je veux dire ? Pour aller dans l'extrême, les gars. Moi, je suis pas du tout racialiste ou quoi que ce soit. Je suis un métèque, je suis mélangé. Moi, ce qui compte, c'est chaque individu. Mais pour aller dans l'extrême de la doxa qu'on nous impose en ce moment. Aujourd'hui, la minorité, le noir, le pauvre, le faible, c'est le bon. Le riche, le blanc, l'hétérosexuel, c'est le mauvais. Mais la réalité, c'est que tu as de tout partout. Tu peux avoir un mec très très riche, très très blanc, très très hétéro, qui est une super personne, qui adore sa famille et qui aide les gens autour de lui, qui est génial. Et tu peux avoir un enculé qui vit très très pauvre, qui vit dans une cité, un noir pour aller dans l'extrême de la comparaison, hein, évidemment, et qui tabasse sa femme. Et tu peux avoir l'inverse aussi. Tu peux avoir exactement l'inverse. Évidemment, tu as des riches blancs qui sont enculés, tu as des pauvres, des minorités qui sont enculés, c'est les individus qui comptent. Ouais. Mais aujourd'hui, ces putains de gauchistes, ils vont croire que c'est votre catégorie qui fait que vous soyez une bonne ou une mauvaise personne. Si vous faites partie d'une minorité, que vous êtes LGBT et que vous êtes pauvre, vous êtes forcément une bonne personne. Peu importe vos valeurs, peu importe ce que vous faites. Alors que ça marche pas comme ça la vie, les gars. C'est n'importe quoi en vrai. Mais bon, bref, c'était quoi la question ? La question c'était à quoi ressemblait ta journée. Je pense que tu as terminé. Et j'ai oublié de te poser une question tout à l'heure quand on parlait un peu de la logistique. Ah non, mais ce que je veux dans ma vie. Ah ouais. Ce que je veux dans ma vie, j'ai réfléchi parce que j'avais jamais vraiment réfléchi, mais on en a parlé cette semaine. Ouais. Moi, ce que je veux dans ma vie, c'est ce que j'ai actuellement. C'est magnifique. C'est magnifique. Mais en plus de ça, j'aimerais pouvoir me sortir un peu du système monétaire bancaire et d'acheter des terrains à droite, à gauche. Un peu plus en Colombie, un peu plus, pourquoi pas au Panama, au Salvador. Ma femme est québécoise, mais elle est d'origine salvadorienne. Pourquoi pas en Argentine avec un futur qui s'annonce prometteur. C'est un pari, hein, mais pourquoi pas. Et vraiment me sortir un peu d'avoir assez d'argent pour pouvoir acheter des trucs physiques qui peuvent pas être dévalués artificiellement par l'État. Tu peux pas créer des terrains. Ouais. C'est là. Tu peux créer de la richesse, tu peux créer de la monnaie, je veux dire. Et après, il y a toujours... là, on pourrait faire tout un autre podcast, mais quand tu achètes du terrain, tu achètes un droit de louer à travers l'impôt foncier. Bon, après, c'est minime sur les terrains et je pense que ça ne montera jamais à des trucs indécents, mais quoique... C'est une question de relativité dans le sens de la chute de Rome, c'est parce que les impôts fonciers étaient devenus tellement chers qu'il fallait mieux abandonner sa propriété. Et tu sais que Rome, quand c'était une putain de république, avec un système démocratique, des sénateurs, etc., c'était de la grosse merde. Et quand Jules César a établi l'Empire romain, c'était la Pax Romana, c'était la croissance économique, c'était le bonheur.
pour en revenir à la démocratie. On pourrait refaire tout un autre podcast. De toute façon, si vous avez aimé le podcast, mettez-le en dessous. Je pense qu'on a beaucoup à se dire. Ouais. Mais attends, très important, autre chose pour moi très important, c'est très personnel, j'ai envie de le dire parce que tu m'as appris pendant ce séjour que quand on dit les choses, ça augmente la probabilité qu'elles se passent. Moi, il y a l'aspect économique, l'effet de pouvoir assurer les arrières de ma famille avec des terrains notamment parce que je crois pas au système monétaire. Il y a aussi l'aspect personnel. Mon père est parti quand j'avais 8 ans, mais 2 grands-parents, tant maternels que paternels, sont partis alors que leurs enfants étaient très jeunes encore. Pour moi, c'est un objectif de vie sur lequel je serais intransigeant, c'est d'avoir une famille unie et de jamais abandonner ma famille. C'est super beau. Parfait. Super beau, bravo. On va repartir dans quelque chose de plus concret. Après ce que tu viens de dire, ça fait chier de poser cette question. Non, mais bon. vas-y. Non, mais tout à l'heure, on parlait un peu de la logistique. Pour que les gens s'imaginent un petit peu, quel est ton budget mensuel à la louche, et si tu peux découper quelques postes de dépenses, voilà combien ça coûte de vivre dans la jungle colombienne. L'énergie, ça coûte rien du tout. L'eau, je la prends directement dans la rivière. L'électricité, c'est 30... Yes. L'eau, vas-y, continue. Et puis donc l'énergie ça coûte que dalle parce que l'eau je la prends direct. Et puis l'électricité, je suis connecté au système d'électricité. C'est une entreprise qui fournit l'électricité, ça coûte que dalle, 90 €, même pas, 30 € tous les 3 mois. Donc 10 balles par mois d'électricité. En fait c'est 90 000 pesos tous les 3 mois, donc ça fait 20 balles par mois en vrai. Donc là de côté énergie c'est rien. Okay. Ce qui coûte le plus cher c'est la bouffe et les sorties. Mais en gros, entre les sorties, il doit pas y avoir 1000 restaurants dans ton coin, non? Non, mais ça nous fait plaisir quand même de prendre la bagnole. Ok. Et en fait, c'est un coin magnifique quand même. Hein. C'est un coin vraiment magnifique. J'ai pas envie de donner le coin exact. Du coup, il y a pas mal d'hôtels, de choses comme ça. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc... Sur les endroits naturels, mais il y a quand même des gens friqués qui viennent en vacances, quoi. Ok. Donc il y a quand même des petits hôtels, des petits restaurants. S'il faut que je prenne un billet d'avion pour aller sur la côte Caraïbe, on peut se le permettre. Ok. On va dire qu'entre... Donc c'est le loisir qui pèse le plus dans la balance de ton budget. Je pense, ouais. En vrai, c'est drôle, hein. Ouais. Et en réalité, c'est drôle avec un petit budget comme le mien, mais ça c'est la vie en Colombie. Le coût de vie en Colombie est extrêmement bas, ça c'est exceptionnel. Et on va dire que je prends 2000 € pour la vie chaque mois en me faisant plaisir, en vivant bien avec ma famille. Ouais. Et 500 € que je mets de côté. C'est pas beaucoup, donc ça, mais... Toi, tu as un revenu de 2005, c'est ce que tu disais tout à l'heure, et donc 2000 que tu dépenses réellement, 500 que tu épargnes. Si à partir de 20 ans, vous mettez 500 € en bourse chaque année, vous êtes multimillionnaire quand vous arrivez à 70 ans. Au moins, si ça s'est mal passé, vous avez 1 million. Au moins. Donc ça, c'est un truc très important, les gars. Bah, c'est la constance et la magie des intérêts cumulés, ouais. Exactement. Même si vous ne gagnez pas des mille et des mille, mettez 500 € de côté tous les mois à partir du moment où vous écoutez ce podcast. Surtout si vous avez moins de 30 ans et vous serez millionnaire à la retraite. Point. Et la question suivante que je voulais aborder, c'est justement comment ça se passe au niveau des amis, de l'intégration. Tu viens d'arriver là en Colombie il y a 9 mois. Est-ce que déjà tu t'es fait des amis, etc., en dehors de ta famille, bien sûr, qui est locale? Comment ça se passe? Est-ce que tu network ou que sais-je? Mais moi, à la base, je suis un mec qui a pas trop d'amis. Okay. J'ai 4-5 amis maximum. Okay. D'ailleurs, je trouve qu'un mec qui a 100-200 amis, c'est un mec qui a pas de position, qui a pas d'idée, etc., parce qu'il plaît à tout le monde. C'est une autre question. Mais moi, je suis un mec assez solitaire à la base. Okay. J'ai 4-5 très bons potes. En France, j'avais 4-5 très bons potes. Au Canada, j'avais 4-5 très bons potes. Et aujourd'hui, en Colombie, je suis arrivé il y a pas longtemps. Et j'ai la famille, quoi. T'as la famille. Moi, en vérité, ce qui m'importe le plus, c'est ma famille. Genre, si je peux me faire 2-3 bons potes en Colombie, je serais très content. Mais j'ai mon oncle, ma tante, mon oncle et ma tante politique, et la femme et le mari de mon oncle, mes cousins, mes cousines, etc. Ma femme, ma petite fille de 13 mois. Entre la campagne, le travail et la famille, je suis déjà comblé. Et t'aurais pas tant que ça de temps pour aller voir d'autres amis, quoi, en plus. En vrai, quand je veux voir d'autres amis, je sacrifie du temps avec ma famille ou du temps pour mon travail qui me passionne, qui est le fait d'exposer les gens aux idées de la liberté. Donc pour moi, quand je veux voir un pote, c'est vraiment parce que j'ai envie de le voir. C'est vraiment parce que ça me fait plaisir de le voir. Je vais pas aller boire une bière à 5 heures et sacrifier 1 heure de temps avec ma petite fille qui est de 13 mois. Les gars, pour ceux qui ont des enfants, quand vous aurez 90 ans, vous donnerez tout ce que vous avez pour pouvoir revenir au moment où votre gamine elle avait 1 an et être avec elle pendant 5 minutes. C'est vrai. Les gros plus et les gros moins de la Colombie. Pour quelqu'un qui nous regarde là, qui
potentiellement, il se dirait tiens, ça peut être intéressant de m'y expatrier. Alors moi je te conseille à n'importe qui, il n'y a pas de raison en Colombie de déménager en Colombie, parce qu'il y a plein de pays super cool comme le Panama. Ouais. Moi j'y suis parce que j'ai mon réseau en Colombie et le réseau ça pèse énormément dans la balance. Ouais. Les gros plus, la liberté, parce que l'État on s'en bat les couilles là-bas. Les gros moins, c'est l'insécurité, évidemment. Le truc, c'est que moi, vu que je connais les codes, que j'ai mon réseau, je risque rien. Mais pour un petit blanc qui débarque et qui veut aller voir les putes et se foutre de la coque dans le nez, c'est quand même assez risqué. C'est pas trop la clientèle C'est quand même aux assez ATV, risqué. donc ça devrait aller. Ouais, c'est ça. Mais par exemple, pour la clientèle aux ATV qui n'a pas de... Si vous n'avez pas de réseau en Colombie, je conseillerais plus le Panama que la Colombie, je pense. C'est plus Très facile. sincèrement. Et puis, en suivant les règles, t'as pas besoin d'être en dehors trop des règles, tu peux déjà optimiser ta fiscalité beaucoup mieux Exactement. au Panama. Ouais. En fait, au Panama, C'est plus stable. la France, ça prend 50%. La France, ça prend 47% du PIB en prélèvement obligatoire. Le Panama et la Colombie, ça prend 15-16%. La grande différence, c'est que le Panama, c'est légal et la Colombie, c'est informel. Donc là, ça fait un peu plus de 10 ans que tu as quitté la France et 9 mois, quasi un an que tu as quitté le Canada. Qu'est-ce qui te manque dans ces deux pays s'il y a des choses qui te manquent d'ailleurs. Magnifique. La France, c'est la bouffe, les Ouais. paysages, la culture. Dans ces vieux pays européens, notamment la France, qui a la plus belle histoire du monde, je le répète. Voir ces châteaux magnifiques, voir ces paysages patrimoine. magnifiques, le patrimoine. Ne serait-ce que la bouffe française, un bon cassoulet, un bon confit de canard, mec, ça vaut tout l'or du monde. Par chance, on vit dans une société assez mondialisée, du coup je peux trouver des restaurants français en Colombie, même si c'est plus compliqué qu'en France évidemment. Au Canada, ce qui me manque, c'est tout ce côté un peu Far West, un peu truck, chapeau de cow-boy, américain. Moi j'ai toujours aimé la culture américaine, c'est une des raisons pour lesquelles je suis allé au Canada. Mais moi, le truck, le chapeau de cow-boy et le Glock. Tu peux le faire finalement dans ta campagne si tu veux te mettre un chapeau et écouter Ah de la oui, musique je peux le country. faire, ouais. En fait, tu peux te recréer. En fait, en Amérique du Sud et en Amérique centrale, il y a vraiment beaucoup d'influence de la culture américaine. Ouais. Genre les mecs qui adorent avoir des putains de chapeaux de cow-boy, un cheval et un Glock dans le caleçon et écouter de la country. Je peux le faire, Ouais. mais oui, c'est vrai. Donc du coup, en fait, moi, je suis très content en Colombie parce que je peux faire ça. Ouais. Mais c'est vrai que cette culture 100% américanoïde, comme diraient les gauchistes, moi, je kiffe. Ouais. Moi, je kiffe le mec qui a sa famille, sa croix autour du cou, son truck, son Glock autour de la ceinture et qui a besoin de personne, mais qui est quand même un mec en or, qui va jamais faire mal de personne et qui va aider son prochain. Et au-delà de ce qui te manque en France ou au Canada, à quelle fréquence tu y retournes? Est-ce que tu y retournes d'ailleurs tout court? Ouais, la France, je ne retourne pas trop, je t'avoue. Depuis le Covid, je suis parti une seule fois en France, donc ça fait plus de 5 ans, même plus de 6 ans maintenant. Je préfère que ma famille vienne me voir. Ok. Ma famille venait me voir au Canada régulièrement. Ma famille vient en Colombie, évidemment. Ma mère est colombienne, etc. Mais la France, je pense pas y retourner tant que ça. Je pense que toi aussi, t'as pas trop d'intérêt à retourner en France. Ça faisait 5 ans que j'y étais pas retourné. Ouais. J'y suis retourné là une fois pour un décès, mais sinon. Ouais, c'est pas très agréable, sincèrement. Après, j'y retournerai plusieurs fois dans ma vie, c'est sûr, mais pas fréquemment. Le Canada, toute ma belle famille est au Canada. Comme je t'ai dit, ma copine, ma femme, bien que d'origine salvadorienne, a grandi au Canada. Il y a sa famille là-bas, ses sœurs, son père, sa mère, etc. Donc, on va y retourner tous les 2 ans, je pense, au Canada. Ok. Ok. Mais ça te manque pas au point de te dire tous les ans, j'y vais un mois ou des trucs comme ça? Non. Non. Ok. Et la dernière question que j'avais préparée pour toi, c'est qu'est-ce que tu as pensé du Panama, tes premières impressions, on va dire, puisque tu n'étais jamais venu, tu as passé quelques jours avec moi ici. Yes. Qu'est-ce que tu en as pensé? Yes. De prime abord, comme ça. Le Panama, j'adore. Déjà. Sincèrement, c'est un peu plus cher, beaucoup plus cher que la Colombie d'un point de vue général. Ouais. Si j'avais un niveau de vie supérieur, un niveau de revenu supérieur, je pense que ce serait une excellente option. Et je vous dis ça très sincèrement pour te faire plaisir. Ok. La ville de Panama est super agréable. Tu payes peu d'impôts. T'es libre, t'as jamais affaire au gouvernement. T'es à 10 minutes d'une station balnéaire, à 10 minutes de la forêt tropicale. Je l'ai importé hier. Donc à Amador, c'est une petite marina. C'est des îles en fait qui sont reliées par la route et directement depuis Panama on C'est peut aller. exceptionnel, mec. T'as l'impression d'être au Cap Ferré alors que t'es à 10 minutes du centre-ville. C'est assez drôle parce que en 10 minutes de Uber, t'as une sensation d'être un peu en vacances quand t'arrives là-bas. C'est exceptionnel, mec. Ouais, C'est génial. On était là, on était au bord de l'eau, dans un restaurant. T'as l'impression d'être en vacances, quoi. Ouais. Cap Ferré, comme je vous disais, ou Arcachon, pour ceux qui connaissent. Mais au-delà de ça, la forêt amazonienne, La jungle, tropicale du moins, Ouais. la jungle aussi à 10 minutes du tu la centre-ville, le vieux Panama à 10 minutes du centre-ville business. Donc ça, c'est génial. Et puis moi, j'adore cette culture. Tu sais, le Panama, en fait, avant, c'était un protectorat colombien, comme tu le sais très bien. Ouais. C'est la Colombie, en fait, à la base, c'est la même culture, le même type de personnes. C'est un peu comme le Venezuela et la Colombie. Le Venezuela et la Colombie, c'est très très proche d'un point de vue culturel, d'un point de vue politique, évidemment. Mais d'un point de vue culturel, c'est des peuples qui se ressemblent énormément. C'est la grande Colombie. En fait, quand Christophe Colomb a débarqué,
Et ensuite, il y a eu Bolivar qui a fait sa révolution et compagnie. Il y avait un pays qui s'appelait la Grande Colombie, qui comprenait l'Équateur, le Panama, la Colombie et le Venezuela. Ensuite, ça s'est séparé, mais la Colombie et le Panama sont restés ensemble. C'était la Colombie en fait à la base. Mais le gouvernement colombien ne s'intéressait jamais à cette partie du nord de la Colombie. Donc le Panama a décidé de prendre son indépendance. Avec l'aide des Américains. Donc personnellement, c'est exceptionnel. Si je gagnais 2 fois plus que ce que je gagne actuellement, j'aurais assez pour vivre au Panama et puis j'y réfléchirais très sérieusement. Et d'ailleurs, je voudrais ajouter que pour ceux qui nous regardent, on a fait un vlog et que tu vas mettre sur ton Patreon. Donc on mettra d'ailleurs les liens juste en dessous de ta chaîne YouTube, de ton Patreon. Est-ce qu'il y a d'autres réseaux sociaux que tu voudrais partager ? On va aller à l'essentiel. Je suis sur Instagram, sur Twitter, etc. Mais si vous venez sur YouTube et sur Patreon, pour ceux qui sont vraiment intéressés par ce que je fais, de toute façon, on mettra tes liens génial. En dessous, Et ce qui se passe, c'est qu'on a fait un putain de vlog, mec. On s'est éclaté, comme je disais un peu plus tôt dans l'entrevue. En une journée, on a fait plein de choses exceptionnelles. En plus, on s'entend super bien, alors qu'on ne se connaissait pas avant. Donc c'était génial. Donc dedans, il y aura du tir, la découverte du canal de Panama, le musée du canal de Panama, qu'est-ce qu'on a la vieille ville, Amador, enfin une dizaine de blagues graveleuses entre potes. Oui, bon. C'est pour ça que c'est sur Patreon. Il faut aller voir ça sur Patreon. Exactement. Mais en tout cas, on mettra tout ça en dessous. Je tiens à te remercier. Déjà pour ce que tu fais de manière générale pour le libertarianisme. C'est très important qu'il y ait des gens comme toi. Je te remercie pour ton temps, d'être venu ici, d'avoir laissé ta petite famille en Colombie pour venir passer quelques jours ici. C'est super. Et puis, j'espère que c'est le premier podcast et le premier vlog d'une longue série. Un grand merci, mec, à toi pour tout ce qu'on a fait en off. Bien que tu sois un mec très occupé, tu m'as extrêmement bien accueilli. Et sachez les gars que c'est un gars qui est droit dans ses bottes et qui est extrêmement sympathique dans la vraie vie. Et avec grand plaisir de refaire des choses avec toi. Super. Bon, si ça vous a plu ce podcast, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires juste en dessous, des pouces vers le haut, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis il y aura tous les liens de tes réseaux en dessous et également de mes formations pour ceux qui voudraient se former à mes côtés. Parfait. On se dit à très bientôt. Ciao. Bye bye.